Alors qu'ici nous retrouvons sur ces images en direct la fin de la rue de la Loi, le roi Philippe qui passe devant l'escorte royale dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Et là aussi, Vincent, c'est comme pour le Premier ministre, il y a de la sécurité autour de la personne du roi. Oui, on est dans un niveau de menace quand même qui reste assez élevé et forcément tout au long du parcours, des mesures de sécurité fort importantes sont prises comme cela a été expliqué au début de l'émission. Alors que nous sommes ici dans la tribune royale, avec les deux sièges principaux qui seront réservés au roi et à la reine. Je pense qu'on a déjà vu le ministre de la Défense, le ministre Van de Putte, qui est arrivé. Il apportera tout à l'heure, Damien, des commentaires au roi. Oui, il sera présent dans la tribune à côté du roi. Nous avons également aperçu le chef de la Défense, le général Marc Compornol, qui est également présent dans la tribune royale. Voilà le roi qui approche Vincent Dujardin de la place des Palais, où il va retrouver à un moment son épouse, la reine Mathilde, que l'on n'a pas encore vue. Tout à fait, ils vont pouvoir alors saluer les différentes autorités avec depuis 2015 donc ce nouveau dispositif, la mise en avant des entités fédérées, les autorités des entités fédérées, cette reconnaissance du fait régional. Il y a d'ailleurs une discussion cette année-ci pour éventuellement changer le protocole. Les ministres-présidents des entités fédérées sont, si je me souviens bien, 19e dans leur protocolaire. Certains souhaitaient un peu remonter. Mais changer le protocole, c'est encore plus difficile que changer la constitution belge. Donc on n'a pas encore abouti à cet égard. Voilà, le roi qui est maintenant descendu de son lynx. Donc le passage en revue des troupes est terminé. Et on voit à l'avant-plan de l'image un fanion, le porte-fanion de commandement du roi, l'adjudant-major d'Anhier. Quel est le rôle de ce porte-fanion, Damien? C'est de marquer la présence du roi, que l'on voit visiblement où se trouve le roi dans le cortège. Et c'est également une fonction, un titre honorifique accordé à un sous-officier d'expérience. Et en l'occurrence, l'adjudant-major d'Anhier, sous-officier d'expérience, part à la retraite dans quelques mois. C'est un sous-officier qui vient du 12e, 13e ligne de Spa. Alors, autre présence remarquée, bien la voilà, on en parlait, la reine Mathilde qui a rejoint son époux, qui porte aussi une coiffe, une robe dans les tons rose poudré avec les manches bouffantes et un petit imprimé fleuri. Voilà pour la minute mode de ce défilé. C'est vrai que la tenue de la reine en l'occurrence est toujours très appréciée, très remarquée. Voilà, le couple royal s'est retrouvé et va donc pénétrer dans une voiture toujours placée sous haute protection. Le porte-fanion qu'on présentait il y a un instant va prendre place lui à l'avant du véhicule. Et maintenant, le couple royal va sans doute baisser les vitres. Ils sont d'ailleurs en train de le faire pour saluer aussi la foule parce que c'est la fête nationale et il y a du monde qui a fait le déplacement. A pris place également dans le véhicule royal le commandant d'aviation Jean-Pierre Bruck, qui est l'officier d'ordonnance, un officier qui accompagne le roi dans toutes ses activités, responsable de l'agenda et de veiller à ce que tout se déroule bien dans ses activités. Voilà, c'est vrai que ce défilé est aussi l'occasion de découvrir tout le petit monde, même le monde important qui gravite autour du couple royal, pour assurer la sécurité d'une part, mais aussi pour effectuer des tas d'autres tâches. Et la voiture va rouler, mais au pas, extrêmement lentement pour que le couple royal, et on voit la reine Mathilde qui apprécie en général tout particulièrement cet exercice de saluer les citoyens. Tout à l'heure, ils prendront aussi un bain de foule dans le parc royal. C'est vrai que c'est finalement une bonne chose d'essayer de montrer que la vie continue dans ce contexte de sécurité, même si ce n'est pas toujours facile d'assurer le côté sécurité justement et convivialité. Et la reine qui ne joue certes pas de rôle sur le plan politique, mais qui complète les tâches de représentation du roi, qui cette année-ci a fait plusieurs voyages à l'étranger, notamment pour l'UNICEF, mais qui est aussi allé en Jordanie voir un camp de réfugiés très important, de réfugiés syriens, et donc joue ce rôle de complément dans les tâches de représentation du roi. Et parfois un peu même finalement d'ambassadrice aussi de la Belgique, puisqu'on sait que c'est une personnalité qui est très appréciée à l'international. Tout à fait, j'ai évoqué l'UNICEF, mais aussi dans d'autres institutions. Elle est fort impliquée effectivement également dans des missions à l'étranger. Voilà, autre image très attendue. Les enfants du couple royal, ils sont 4, Vincent Dujardin, ils sont donc bien tous là. Assez détendus, on voit ils sont en train de discuter à mon avis, est-ce que je te donne la main, est-ce que je ne te donne pas la main? Et on a notre future reine, Elisabeth. Qui n'a plus eu de tâches de représentation propre cette année-ci, mais qui continue bien sûr sa formation, va rentrer en 5e voilà, elle a bien secondaire, grandi. Mais n'a plus pris la parole par exemple seule, comme c'était le cas lors des commémorations du 100e anniversaire
de la Première Guerre mondiale. Il est avec sa sœur et ses 2 frères. Ils font leur entrée par la porte d'honneur. La porte d'honneur, voilà. Parce qu'il y a 2 grandes portes principales dans ce palais royal ici. C'est la première fois d'ailleurs depuis 1935 qu'on a au château de Laeken une famille royale avec de jeunes enfants. Vu que depuis le départ de la reine Astrid en 1935, il n'y avait plus de... je dirais, et par après, lorsque le roi Albert était roi, ses enfants avaient déjà, pour la plupart, quitté le foyer. Et on voit la princesse Elisabeth qui est en train de devenir une jeune femme. Elle a bien grandi, vous l'avez dit Vincent, elle va rentrer en 5e secondaire. On la voit quand même malgré tout de plus en plus. Le palais royal, petit à petit, est en train de l'exposer et la préparer surtout à sa future fonction. Il y a en même temps ce maintien de prudence, mais aussi de fait, parfois les enfants sont associés à des cérémonies publiques, comme c'est le cas le 21 juillet. Jusqu'au 21 juillet 2013, ils n'étaient jamais présents à un défilé du 21 juillet, mais depuis je dirais la présence de serment du roi Philippe, ce fut toujours le cas. Par contre, les enfants du prince Laurent et de la princesse Astrid ne sont pas là non plus. Il y a quelques années, ils avaient parfois participé. On voyait les jumeaux, Émeric et Nicolas, très amusés par le défilé rien, mais depuis quelques années, ils ne sont plus là. Absolument, c'est effectivement pas le cas aujourd'hui. On retrouve le cortège royal avec l'escorte, bien entendu. Et il y a du monde. Il y a du monde qui est sorti en cette fête nationale. On aura sans doute tout à l'heure en fin de journée les chiffres. C'est vrai qu'il y a 2 ans, en 2015, il y avait 300 000 personnes. L'année dernière, elle n'était plus que 100 000 avec ce climat tout particulier. On était quelques jours après l'attentat de Nice, aussi un jour de fête nationale en France. Donc sans doute, ça avait marqué les esprits. Et on voit ici le prince Laurent en pleine discussion avec ses neveux et nièces. Qui représente par son uniforme la composante de la marine. Tout à fait. Les 4 composants ne sont pas représentés dans les uniformes des membres de la famille royale. Ça devient difficile. D'ailleurs, si le roi Albert, depuis je dirais l'abdication du roi Albert, d'avoir à la fois la composante de l'aviation, de la marine, la composante militaire et la composante terre. Mais le roi porte l'uniforme de la composante terre pour représenter la composante la plus importante de la défense. Donc on a vu le prince Laurent avait quitté la tribune princière pour aller saluer le reste de la famille dans la tribune royale. Somptueuse image ici de l'escorte. Avec la première rangée, l'escorte à l'horizontale, ce qui signifie que le roi est présent dans l'escorte. Voilà, ils approchent, là, Vincent Dujardin, on est vraiment... Ça y est, l'escorte royale, elle pose les sabots sur la place des Palais. L'occasion peut-être parler justement de ces célèbres pavés de la place des Palais. C'est vrai que ces pavés ont une histoire. Vous savez que la Wallonie notamment est une grande exportatrice de pierres, sont des pierres célèbres. Ces pavés, ça s'appelle d'ailleurs les Belgian Blocks aux États-Unis, où il y en a beaucoup qui ont été placés là-bas. Sauf qu'ici, place des Palais, ce sont des pavés suédois. Des pavés Ikea ? Dans le sens où le roi Léopold II voulait restaurer le palais de Bruxelles, construire le palais de justice, la basilique de Koekelberg. C'était fait avec de la pierre française de ce côté-là. Et donc il y a eu quelques remarques et interpellations même au Parlement pour regretter qu'on n'employait pas davantage de la pierre belge, qui est pourtant célèbre, qu'on retrouve de la pierre ou du marbre belge à la basilique Saint-Pierre à Rome, au Quirinal, au château de Versailles, au Parlement de Canberra. Donc c'est une pierre très célèbre, mais sauf sur la place des Palais, ici à Bruxelles. Et nous pourrions faire attention également à l'escorte et nous pourrons remarquer que la robe des chevaux sont assorties au détachement. Il y a 4 pelotons et les robes sont chaque fois assorties. Et juste à l'arrière du véhicule du roi, il y a 3 cavaliers. Il s'agit en fait du commandant de l'escorte. Ça lui permet de commander à la voix et directement en liaison avec le roi. Et le commandant de l'escorte est le commissaire divisionnaire Pierre Jacobs, qui est également chef de corps de la zone de police l'Essonne. Voilà donc la voiture avec cette plaque numéro 1. C'est la voiture du couple royal. Et accueil en musique. Que la musique royale entonne maintenant la Brabançonne. Et nous devrions également entendre les cloches de Saint-Jacques de Coudambert, qui est la cathédrale du diocèse des Forces armées. Une tradition. Voilà effectivement
On entend au loin les cloches à présent. On vient d'entendre aussi la Brabançonne, l'hymne national belge, pour saluer donc l'arrivée du roi sur la place des Palais. Et donc, Vincent Dujardin, nous allons avoir l'accueil par les autorités. Sans doute d'abord par le bourgmestre de On va pouvoir le vérifier. Dans le nouveau dispositif, alors que sauf erreur de ma part, on voit le nouveau chef du protocole là, du palais qui a remplacé le vice-amiral Warnots qui a quitté lui aussi le palais, alors qu'effectivement... C'est bien le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Après d'autres personnalités que l'on voit de profil. J'imagine qu'il y a le chef de la police de Bruxelles Capitale XL. Fort probablement, on ne les voit pas bien avec le soleil de profil. Puis ici, le roi Damien salue les vétérans. Des grands invalides et des grands mutilés de guerre. Cette année-ci sont mis à l'honneur M. François Van Nuffel et M. Fernand François. M. Fernand François, âgé de 98 ans. M. François Van Nuffel était résistant. Il est arrêté par les Gestapo et ensuite libéré par les Américains en avril 1945. Alors qu'on a vu aussi à l'arrière du roi le chef du protocole du ministère de l'Intérieur, qui est vraiment le grand chef d'orchestre, je dirais, de l'organisation de ce défilé, et qui doit notamment faire les invitations, et qui a eu, j'imagine, quelques sueurs froides courant du mois de juillet pour savoir comment orchestrer au mieux cette tribune officielle. Et voilà donc monsieur Chouroux, donc le chef du protocole. Yacine Chouroux, effectivement. On n'a pas encore vu le président de la Chambre, Siegfried Brack. J'imagine qu'ils le salueront donc devant la tribune Officielle, à côté donc de la tribune royale. C'est sans doute là maintenant pour éviter de déplacer davantage de monde dans le temps. C'est vrai qu'il fut un temps où il y avait énormément de monde pour accueillir le roi. Voilà, comme on a ajouté les ministres-présidents des entités fédérées, les ministres des parlements des entités fédérées, alors évidemment, c'était peut-être plus simple de le faire au niveau de la tribune officielle. Et le roi salue actuellement des médaillés pour actes de courage. Ils sont au nombre de 8 cette année-ci. Il y avait notamment 4 agents de la SNCB qu'on a vu tout à l'heure avec notre journaliste Tidiem Kouache, qui sont donc salués pour leurs actes de courage. Aujourd'hui, en ce 21 juillet, c'est aussi une tradition, le jour de fête nationale. Une belle vue sur le commandant de l'escorte royale. Les fameux pavés suédois, maintenant que nous connaissons l'histoire grâce à Vincent Dujardin de ces pavés. C'est ça aussi la magie, on peut le dire comme ça, de ce 21 juillet, c'est de pouvoir vous donner des petites anecdotes, des petites anecdotes historiques pour mieux comprendre l'histoire de notre pays. L'escorte royale va donc traverser cette place des Palais avant de la quitter et de faire place donc au défilé militaire dans un premier temps, civil par la suite. Ce sera donc d'ici quelques minutes, quand toutes les personnalités auront pris place dans les tribunes. On a tout cela, un cérémonial bien réglé. Escorte qui se rend au château de Lac une fois par mois pour la réception des lettres de créance, ou qui se fait parfois au palais de Bruxelles aussi, davantage depuis l'avènement du roi Philippe. Une fois par mois, bien sûr, sauf les mois de congé, alors qu'on voit ici à l'écran le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense qui, dans la tribune royale, se succéderont pour opérer, pour faire quelques commentaires, disons, auprès du roi. C'est vrai qu'on les verra régulièrement à l'oreille du roi Philippe pour donner des explications à la fois sur le défilé militaire et sur le défilé civil. Avec un ministre NVA qui est donc chargé de modifier cette courbe de désinvestissement de l'armée qui depuis 1981 ne faisait que désinvestir dans l'armée. Il y aura ces 9,2 milliards qui sont annoncés à l'horizon de 2030 et c'est donc le ministre Van de Putte qui va devoir s'en charger. Et un gros plan sur la fille du roi, l'une des filles du roi, Elisabeth, mais qui a forcément un rôle particulier dans cette descendance royale. Le titre de duchesse de Brabant depuis le 21 juillet 2013, au moment même donc, où son père prêtait serment, elle devenait la duchesse de Brabant et la première dans l'ordre de succession. Voilà, après le roi, c'est la reine aussi qui prend son temps de saluer toutes ces personnes mises à l'honneur pour leurs actes de courage, comme Damien nous l'a signalé tout à l'heure. C'est important pour eux de s'entretenir quelques instants et puis ils iront rejoindre donc leurs enfants dans la tribune royale pour assister au spectacle, pour assister au défilé
Voilà donc le couple royal qui va traverser cette place des palais. Roi qui a aussi accueilli bien sûr une série de chefs d'État ou de gouvernements étrangers. Depuis qu'il est roi, il a reçu certainement 5 à 6 fois Angela Merkel, a reçu le président américain, le premier ministre chinois. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Charles Michel, c'est évidemment vrai aussi pour le chef de l'État qui, je dirais, en saisissant l'opportunité de cette présence diplomatique importante à Bruxelles ou de la venue de chefs d'État ou de gouvernements étrangers auprès des institutions de l'Union européenne, de l'OTAN, etc., peut, je dirais, vendre l'image de la Belgique, les atouts de la Belgique auprès de ces personnalités en profitant de leur passage au sein de notre capitale. Voilà, un petit peu comme tout à l'heure, Charles Michel l'a fait. Le couple royal prend le temps de saluer la foule qui est aussi présente dans les rues de Bruxelles, mais sur la place des palais. Alors que l'on voit les deux princesses Astrid et Claire déjà bien installées et qui attendent l'arrivée du couple royal dans la tribune qui est juste à côté de la tribune princière. Voilà, la reine toujours très souriante, détendue, élégante. On sent qu'elle aime ce contact avec la population au sein. On sent qu'elle aime beaucoup aller vers les gens. Et ici, donc, ils vont... Voilà, donc l'accueil par on ne les voit pas encore. Président de la Chambre, très bien, voilà, le président de la Chambre. Le premier personnage du royaume, au fond, après le roi, la présidente du Sénat. Christine Defraigne. Nous allons avoir les différentes autorités du pays judiciaire, le Premier ministre d'abord, évidemment. D'abord, oui. Puis les autorités judiciaires du pays aussi. Et président de la Cour de cassation, entre autres, que l'on voit ici. Monsieur de Cotte. Voilà, ça fait partie. Bien, quelques mots avec le roi. Ça fait partie des règles d'usage de ce défilé. Les 3 pouvoirs sont ainsi représentés. Exactement. Pour accueillir le roi. C'est l'ensemble, les 3 pouvoirs de la nation qui accueillent ainsi le chef de l'État. Et à présent, les entités fédérées donc, qui sont représentées. Nous avons vu Charles Piquet et le gouvernement flamand de la communauté germanophone aussi, de la communauté française et de la région wallonne sont chacun représentés. C'est vrai que le roi Philippe, depuis qu'il est en fonction, met souvent en avant justement ces entités fédérées. Dès son discours du trône, il a eu ce mot, ce désir de rencontrer les ministres-présidents des entités fédérées et puis passer de la parole aux actes en les recevant effectivement par après, surtout dans les voyages officiels aussi, ou le voyage d'État à l'étranger, inviter systématiquement les ministres-présidents qui viennent tous en participant encore à la visite d'État au Danemark, aux Pays-Bas, pouvaient accompagner le roi. Bien sûr, il y a un volet économique alors important qui accompagne ces visites d'État ou bien des visites, je dirais, d'études, comme en Suisse, sur la formation en alternance, qu'il a évoqué encore dans son discours du 20 juillet, à l'occasion du 21 juillet, donc hier. Donc voilà, le couple royal a salué les autorités. Ils vont à présent pouvoir se diriger dans la tribune royale. Ils arrivent, ils sont juste devant, ils vont emprunter donc les escaliers et aller s'asseoir aux côtés des ministres de l'Intérieur et de la Défense qui leur donneront les explications, on l'a dit tout à l'heure. Les enfants sont juste à la gauche et puis on voit aussi une dame habillée de blanc qui est juste derrière le couple royal et ça c'est la dame d'honneur. La dame d'honneur qui cette année est Madame Yvonne de Witt, l'épouse du général en retraite Van den Put, qui est l'ancien le chef de la maison militaire du roi. Il est de coutume que la dame d'honneur soit choisie par la reine parmi les épouses généraux ayant servi à la cour pendant plusieurs années. Voilà, on la voit là juste derrière le roi. Et son époux, justement, Vincent Dujardin, c'est un des rares à avoir connu 3 rois successifs. Absolument, parce qu'il est rentré au palais, sauf erreur de ma part, en 1985. Et il était l'officier d'ordonnance au moment du décès du roi Baudouin. C'est le premier Belge, au fond, qui a pris la mort du roi Baudouin, parce que lorsque la reine Fabiola s'inquiétait à Motril de ne pas voir redescendre son époux, c'est le général Van de Put, qui était officier d'ordonnance à l'époque, qui est monté, qui a constaté le décès du roi Baudouin. Il a quitté le palais cette année avec aussi le vice-amiral Warnot. C'est donc finalement les derniers hauts dignitaires de la cour que le roi Baudouin avait sollicités ont maintenant quitté le palais. Donc il y a un renouvellement qui s'est opéré à ce niveau-là, avec aussi bien sûr le chef du cabinet du roi et M. Debois aussi, qui est donc le responsable de la communication, qui vont faire place à d'autres personnalités. Et donc il y a un renouvellement important cette dernière année au niveau du palais. Et le successeur est donc maintenant à la maison militaire du roi, le général-major Van de Velde, depuis le mois d'octobre 2016. Voilà un peu de changement donc autour
de l'entourage du roi. Le couple royal est installé. Ils sont prêts, souriants, détendus pour assister à un moment important de l'année, le défilé militaire. Alors que nous voyons ici une autre musique, Damien, qui approche de la place des Palais. La musique royale de la marine. Ils sont 41 à interpréter, on entendra plus tard sans doute, la musique des vétérans et des jeunes. Ils sont sous la direction du maître principal Björn Verskår. Le port d'attache de cette musique de la marine est au stand. Et la musique joue un rôle vraiment prépondérant durant les défilés parce qu'ils parviennent à donner la cadence, à marquer la cadence pour tous les détachements qui défileront sur la place des Palais. Et c'est vrai que justement pour avoir cette bonne cadence, les militaires, tous ceux qui seront là aujourd'hui, bien ils ont répété. Ils ont répété les 2 jours précédents, c'est important. Le défilé est une opération militaire avec des ordres, des reconnaissances, des répétitions. C'est une opération comme une autre. La musique de la marine qui est maintenant sur le palais royal, sur la place des palais, excusez-moi, mais le palais royal est juste à côté. Il est intéressant de noter que les différentes musiques de la défense ont un style différent et la musique de la marine est un concert band avec une musique plus légère, plus jazzy. Voilà, maintenant on peut dire que le défilé est presque commencé. On va d'abord voir les vétérans, les anciens combattants, aussi les jeunes qui vont être mis à l'honneur. C'est important puisqu'ils représentent le futur sans doute de notre armée. Le futur, c'est important de pouvoir souligner que chacun peut avoir sa place à la défense et qu'il y a toujours de la place pour des hommes et des femmes à la défense. Nous commençons à voir le premier détachement de vétérans. Nous pouvons voir au panachage de bérets différents. Ce sont des militaires qui ont exécuté une mission aussi bien pour les Nations Unies que l'OTAN, que sous la bannière purement des nations belges. Par contre, les anciens combattants, Vincent, eux, ne défilent plus. Oui, depuis quelques années, effectivement. Et la différence, c'est que les vétérans ont été en mission à l'extérieur, je dirais, depuis la guerre de Corée. Et on commémore d'ailleurs aussi chaque année, c'est l'occasion de le dire, le 7 avril, ce qui est la date de l'assassinat des 10 commandos belges à Kigali en 1994. On a le souvenir ce jour-là de tous les militaires belges, de plus de 140 militaires belges qui ont perdu la vie en service commandé en opération, donc depuis la fin de la guerre de Corée. C'est important finalement de les voir toujours sur cette place des Palais parce que ça permet, Damien, perpétuer le devoir de mémoire. Et d'autant plus aujourd'hui avec le thème qui est fier de servir, on peut le voir, ces hommes sont fiers d'avoir servi. Nous pouvons rendre vraiment hommage pour le service qu'ils ont accompli aux 4 coins du monde. Alors que nous voyons ici, maintenant, ça marque bien le côté international de ces défilés. C'est un détachement de l'OTAN à l'occasion du 50e anniversaire. Oui, c'est important de souligner les 50 ans de présence des quartiers généraux ici à Bruxelles et à Mons. Nous voyons défiler les 29 drapeaux de l'Alliance. Important de souligner que la Belgique participe à différentes opérations, mais tient en permanence également des unités, des forces en réserve, prêtes à intervenir en cas de crise. Concrètement, actuellement, il s'agit plus de 1200 personnes qui sont prêtes à réagir dans des délais très courts, entre 5 et 30 jours. La diplomatie belge qui a participé peut-être au sauvetage de l'Alliance en 1966. Le général de Gaulle n'a jamais quitté l'OTAN, ni même menacé de quitter l'OTAN, mais on se posait quand même de sérieuses questions. Et via ce fameux rapport sur les futures tâches de l'Alliance Atlantique qui fait toujours autorité aujourd'hui, il y a 50 ans, au fond, on a non seulement accueilli le CHE et le Conseil il y a 50 ans, mais aussi élaboré au niveau de la diplomatie belge cette fameuse doctrine qui fait toujours autorité aujourd'hui. Lorsqu'on est en Lituanie, c'est le volet défense. Lorsque Charles Michel reçoit M. Lavrov la semaine dernière, c'est le volet plutôt détente, avec les Russes à la fois montrer cette capacité défensive, mais à la fois maintenir le dialogue face bien sûr aux défis de ce qui se passe en Ukraine notamment. Voilà, je vous le disais, les jeunes aussi sont mis à l'honneur dans ce défilé chaque année. On commence avec les cadets de la marine, Damien. Cadets de marine, ils sont âgés entre 9 et 21 ans. Nous leur proposons une immersion dans le milieu de la marine. Il y a 8 centres répartis entre Ostende et Eupen où des jeunes peuvent avoir une immersion, une familiarisation au milieu nautique en apprenant des techniques de matelotage, de la voile. Ce sont des jeunes qui sont encadrés par des personnes de métier, par des passionnés de la marine. Ouais, c'est vrai qu'on a vu aussi
Un petit bateau qui leur permet de s'entraîner. On a aussi les cadets de l'air. On prend un peu d'altitude et qui sait, là-dedans, on a peut-être nos futurs pilotes. Ah oui, peut-être le futur pilote. À savoir que 50% de nos pilotes sont issus en fait du corps des cadets de l'air. Ce sont des jeunes âgés entre 15 ans et 19 ans. Nous ouvrons environ 50 places par an pour ce genre de stage. Nous espérons en effet éveiller une flamme, mais l'opportunité pour eux d'effectuer un vol solo, à faire du vol à voile en planeur. Et donc voilà, on voit justement ce planeur sur lequel ils s'exercent. Fierté pour eux également de défiler ici en ce jour. Alors voilà, on le voit très bien, ce planeur sur lequel ils s'entraînent. Ces cadets de l'air que nous voyons ici passer sur la place des Palais, on imagine, c'est vrai, la fierté que ces jeunes femmes, ces jeunes hommes ont de passer devant le roi. Je dirais qu'évoquer la jeunesse, c'est aussi évoquer le défi du recrutement, qui est peut-être un défi majeur, peut-être numéro 1. Il y a bien sûr le volet financement et refinancer la défense, mais le défi du recrutement est un défi majeur. Aura-t-on vraiment encore 25 000 militaires dans quelques années? C'est peut-être pas si évident, donc c'est un défi peut-être numéro 1. Et d'autres jeunes, dans leur tenue rouge, lead 20 très exactement, ce sont les para-juniors. Et on place maintenant au stage jeunes para-juniors. Ce sont des jeunes qui ont effectué un stage, qui ont pu sauter 4 fois à partir d'un ballon. C'est vraiment une école de vie. C'est un stage de 2 semaines où il y a une formation d'abord au sol et ensuite ils sautent de ballon. Ils sont âgés entre 16 ans et 20 ans. À souligner que cette année, nous venons juste de remporter avec l'équipe de parachutisme pour la 9e fois consécutive le championnat militaire de chute libre. Nous sommes vraiment des leaders mondial dans le domaine de la chute libre. Voilà peut-être nos futurs paracommandos. Et cette année, nous fêtons également le 75e anniversaire des paracommandos. Le détachement maintenant de commandos juniors, ce sont également des jeunes qui ont effectué un stage à Marche-les-Dames durant 5 jours. Ce sont des jeunes qui désirent avoir une approche, un contact avec la vie militaire, d'apprendre des techniques de commando, de grimper au rocher, des pistes de corde, d'avoir des exercices de cohésion. Et c'est vraiment un exercice d'aguerrissement et de dépassement de soi. Alors ce qu'on voit, c'est que tous ces jeunes, eux, ne défilent pas encore en tenue militaire. Non, ils défilent dans une tenue qu'ils ont reçue. C'est également un défi pour eux. Ils n'ont pas d'entraînement particulier. Ils ont débuté leur stage lundi. Ils sont déjà aujourd'hui à la fin de leur stage et défilent devant nous. On imagine que leur permettre de défiler, c'est aussi une manière de les attirer à rester dans l'armée et que ça ne soit pas qu'un stage. Le recrutement, comme Vincent l'a souligné, est un défi permanent à la défense. Nous recrutons, il y a encore cette année-ci 320 places ouvertes pour différents quartiers, pour des places pour des matelots, des techniciens, des fantassins. L'an prochain, le recrutement sera en augmentation. Nous aurons entre 1500 et 1600 places ouvertes. Nous ne pouvons que conseiller chacun de consulter au fur et à mesure le site internet de la défense, mil.be, pour avoir tous ces détails qui permettent d'avoir les curriculum vitae, le détail des places ouvertes. Voilà, mil.be, c'est d'ailleurs apparu en bas de votre écran il y a quelques minutes. Si une carrière à l'armée vous intéresse, et on voit le roi Philippe très attentif, bien sûr. Il s'est mis debout au passage de ces jeunes qui représentent sans doute l'armée de demain. Damien évoqué il y a un instant cet anniversaire du régiment des paracommandos qui a effectivement été créé en 51-52 par amalgame de l'ancien régiment para et commando. Les parachutistes qui sautaient en parachutisme, les commandos qui agissaient plutôt au sol. Il y a eu donc cette réunion en 1952 et ce sont des paracommandos. On a vu passer les vétérans tout à l'heure qui ont agi notamment à Stanleyville en 1964. Cette fameuse opération dont j'imagine on parle toujours aujourd'hui abondamment dans les écoles de formation militaire. Alors que l'on entend toujours la musique, bien sûr, qui permet à ces jeunes de marcher dans la bonne cadence. Couple royal très attentif. Dans un instant, les militaires, bien sûr, seront là. À l'image, le capitaine chef de musique Yves Segers. Voilà, très applaudis, ces jeunes, sur cette place des Palais. Sous les yeux aussi donc, du couple royal, mais du Premier ministre, de différentes autorités politiques du pays. Donc c'est un grand moment pour ces jeunes. On peut l'imaginer que de défiler. La musique royale des guides, elle, est toujours là. Le prince Laurent aussi, qui a mis ses lunettes
de soleil, de circonstances. Regardez, le ciel est bien bleu, juste quelques petits nuages au-dessus de cette place des Palais. Damien, ça veut dire aussi que tout est parfait pour le défilé aérien qui va bientôt arriver. Les signaux sont en vert. Condition unique, nous aurons droit au défilé aérien complet. Un programme magnifique qui s'annonce devant nous. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas parce que quand la météo est moins bonne, eh bien, certains appareils parfois ne sont pas autorisés à voler. On est un petit peu déçus parce que le spectacle est moins important. On avait vu les lunettes pour le prince Laurent. La princesse Claire, elle a choisi le chapeau pour se protéger du soleil. Chacun ses accessoires, mais c'est vrai que le temps est idéal. Pas de drache nationale. On y est parfois attaché finalement à cette drache nationale. Mais non, du beau temps, un beau 21 juillet où tout se déroule comme prévu, dans une ambiance conviviale. On revoit ici quelques images du roi Philippe qui passe les troupes en revue, hein, c'était tout à l'heure, avec l'escorte royale aussi qui l'a accompagné pendant le passage en revue des troupes. Magnifiques images aussi au ralenti de cette escorte royale. Une manière déjà pour vous, si vous nous rejoignez en direct sur la une, de voir ce qui s'est passé, avec notamment aussi ici les drapeaux qui représentent les 29 pays membres de l'OTAN. C'était un détachement militaire de l'OTAN, donc il y a déjà eu pas mal de choses dans ce défilé, mais le meilleur est à venir, et j'ai envie de dire, entre autres ce défilé aérien dont on vous parlait, les militaires aussi, que ce soit les troupes, les véhicules, et puis le défilé civil. Il ne faut pas non plus oublier les policiers, les pompiers, les douaniers. On en parlera tout à l'heure aussi avec nos consultants, nos experts, pour que vraiment vous ayez le plus d'explications possibles et surtout comprendre comment concrètement le travail de ces différentes personnes s'opère aujourd'hui sur le terrain dans un contexte qui n'est pas évident, ce contexte de menaces terroristes, des missions qui sont de plus en plus poussées pour nos militaires et pour nos forces civiles. On voit ici à côté des invités politiques, les citoyens qui ont réservé leur place, les meilleures places sur cette place des Palais. Ils sont aussi bien placés que vous dans votre canapé à la maison pour suivre grâce à l'RTBF ce défilé. On voit les enfants du couple royal extrêmement attentifs. On les voit plonger dans le fascicule explicatif. C'est vrai qu'ils sont un petit peu loin des deux ministres de la Défense et de l'Intérieur, qui peuvent donner des explications au couple royal, mais eux ont leur brochure pour s'intéresser. Au niveau du gouvernement fédéral, on a aussi vu la présence d'Alexander De Croo et de M. Peters. Tout à fait. Alors que nous voyons ici l'escorte du commandant des troupes avec des motos de la police militaire, Damien. Ils sont 6 motards de la police militaire. Ils ouvrent la voie au commandant des troupes, le général Mark Theiss. C'est un nouveau venu, hein, c'est important de le souligner. C'est la première année pour lui, première expérience. Il est le responsable de la coordination de l'ensemble du défilé militaire et civil. C'est vrai que l'année passée, et depuis 4 années, nous avions le général-major de Koning qui est en poste au Mali à la tête des casques bleus. On a eu l'honneur, le privilège de l'avoir tout à l'heure au téléphone pour nous parler de sa mission, qui est une mission délicate. Hein. C'est l'une des 4 forces les plus importantes de l'ONU au niveau mondial, dans un contexte qui est très difficile là-bas au Mali. C'est un pays où il y a déjà eu pas mal de pertes côté militaire, donc c'est une grande reconnaissance pour le général-major de Koning d'occuper ce poste. C'est une reconnaissance tout à fait. Il a été choisi par les Nations Unies que pour accomplir cette mission pendant minimum 12 mois. Nous voyons à l'écran l'officier d'ordonnance qui est en charge des petits princes, c'est le major Pirard. Voilà. Pour une fois aujourd'hui, il ne s'occupe pas du roi, il s'occupe aussi de ses enfants, alors que l'on voit cette escorte militaire en formation de flèche, une escorte militaire qui a pas mal de missions au quotidien, outre la présence lors du défilé. Ils ont également un rôle à jouer lors des grands sommets, par exemple les sommets européens. Ils ont une tâche de police commune comme un policier traditionnel de l'intérieur. Soulignons également que le général Mark Theiss est le successeur comme commandant des troupes du général de Koning, mais c'est également le successeur comme commandant de la composante terre depuis le 23 mars de cette année. La composante terre qui est conséquente. Qui est conséquente, hein. Nous parlons de 10 600 hommes et femmes avec différents moyens que nous verrons défiler juste après. Voilà donc cette colonne militaire qui arrive sur la place des Palais et qui sera suivie dans quelques secondes donc par le général Theiss, que l'on voit bien ici de plus près avec sa tenue. Quel est son parcours, le général Theiss? C'est un officier des troupes de reconnaissance. Et d'ailleurs, la musique par les guides joue actuellement la marche du 1er régiment de chasseurs Asphalt. C'est également un officier d'expérience aux opérations, mais également dans la gestion des ressources matérielles. Tout à l'heure, il viendra juste après ce défilé. Il nous fera
l'honneur de venir nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de ses impressions, pour nous parler aussi de l'armée telle qu'il la conçoit. Vu que Damien nous le disait, il est à la tête de la composante terre, c'est une tâche importante. On l'a rencontré ici aussi il y a quelques jours lors des répétitions. Il est très serein, très détendu, très honoré aussi d'accomplir cette tâche et de commander les troupes du défilé du 21 juillet, de succéder au général-major de Koning qui avait une forte personnalité, mais jusqu'à présent tout se déroule aussi parfaitement pour le général Tay. C'est lui sur son véhicule. Ce ne sont pas les 4 étoiles du roi, Damien, mais 2 étoiles pour le général. 2 étoiles du grade du général-major. Le général-major Tay porte le grade de 2 étoiles, général 2 étoiles. Voilà, dans un instant, il va descendre. Il va descendre, il va se présenter au roi et il va formellement demander l'autorisation de pouvoir débuter le défilé. Voilà, ça aussi, ça fait partie des us et coutumes de ce défilé. Il doit aller lui faire la demande officielle. Tout le défilé est un moment solennel, tel que le moment maintenant. Juste après cela, nous allons avoir le défilé aérien. On a vu déjà plusieurs images tout à l'heure de F-16 qui étaient en préparation. On l'a dit, tout est parfait pour que ce défilé aérien se déroule bien. Et d'ailleurs, si on a ce plan-là, ça veut dire que les premiers avions vont bientôt apparaître. Il y aura 27 avions et 8 hélicoptères au-dessus de nos têtes, Damien. Nous aurons des avions belges, hélicoptères belges. Nous aurons également la présence d'un avion de transport et collage français qui vient de la base de Havre. Nous avons une collaboration bilatérale avec la France pour la formation de nos pilotes de chasse, avions à réaction, avions de transport et également les pilotes d'hélicoptères. Une année anniversaire d'ailleurs pour l'aviation aussi, avec le 100e anniversaire de la première escadrille et l'évolution donc de cette aviation. La première guerre, c'est de la reconnaissance, du renseignement. Le roi Albert Ier a volé en 1917 dans un avion durant la Première Guerre mondiale aussi, lui-même. Mais par après, bien sûr, Seconde Guerre mondiale, un rôle tout à fait différent et beaucoup plus important de l'aviation qui n'a cessé de croître. Et aujourd'hui, ce défi du remplacement des F-16 que nous avons évoqué tout à l'heure. Quand vous parlez de cet anniversaire, Damien, tout à l'heure, il sera aussi matérialisé dans les airs. On le verra avec un avion spécialement dédicacé pour ce centenaire. Alors que nous voyons ici en approche les Alpha Jets, c'est eux qui traditionnellement ouvrent le défilé. C'est les Alpha Jets qui défileront, mais je pense que ce sont les hélicoptères, effectivement. L'image n'est pas encore tout à fait nette, ils sont en approche. Ici, ce sont plutôt, effectivement, on voit les hélices au-dessus, sont plutôt les hélicoptères. Mais en principe, ce sont bien les Alpha Jets qui doivent ouvrir le défilé. Les Alpha Jets ouvriront, en effet, 7 Alpha Jets ouvriront. Et c'est pour rappeler que cet exercice, c'est vraiment un exercice complet de précision. On a des appareils volant à des vitesses différentes, à des altitudes différentes. Il faut coordonner le tout. Il faut imaginer que les appareils ont décollé à différents moments de l'après-midi, de différents coins, différentes bases en Belgique, et ils arrivent au moment pile ici à 16h20 au-dessus de la place des Palais. Et on voit une certaine impatience, je trouve, dans le regard du roi. C'est vrai que lui-même est pilote d'hélicoptère, on peut le rappeler. Il est pilote également d'avion, il a volé solo sur Mirage, il a également fait des vols en F-16 avec un pilote breveté expérimenté avec lui. Voilà, donc on les devine en effet un petit peu mieux maintenant, les hélicoptères. Vincent évoquait des anniversaires à la composante. Il parlait du 100e anniversaire de la première escadrille de Florenne, première escadrille de chasse. Il y aurait également les 75 ans de la 349 de Kleine-Bourgel, les 60 ans de la patrouille acrobatique des Red Devils et également, encore un dernier anniversaire, les 70 ans du 2e Wingtac de Florenne. Et ils sont là, nos Alpha Jets. On voit donc toujours les hélicoptères à l'arrière, mais les Alpha Jets sont en train d'arriver ici, de se diriger vers la place des Palais. Alpha Jets qui sont au nombre de 7. Dont l'un d'ailleurs sera piloté par un pilote français, signe de cette coopération, non plus seulement avec les Pays-Bas, mais aussi avec la France qui se développe largement. Les Pays-Bas, c'est plutôt au niveau de la marine qu'il y a là des collaborations de longue date déjà. C'est vrai que le temps que ce défilé se mette en place et que les avions passent ici au-dessus de la place des Palais, il y a une forme de petite latence, comme ça on voit une attente dans la tribune royale, mais c'est normal puisque Damien a expliqué toute la rigueur, toute l'exigence que requiert ce défilé aérien pour que tout soit bien mis en place. Vraiment un travail de longue préparation. Et on compte bien ces 7 Alpha Jets, comme vous nous l'avez annoncé, Damien. 7 Alpha Jets, ils vont tirer derrière eux les couleurs nationales. C'est la dernière fois, en principe, que les Alpha Jets défileront au-dessus de la place des Palais à l'occasion du 21 juillet. L'an prochain, cela fera 40 ans que ces avions sont en service. Donc voilà, il faut en profiter de ces Alpha Jets, puisque c'est sans doute donc la dernière fois que nous allons les voir. Et ce sont donc des avions qui servent à l'écolage. C'est le premier contact avec l'aviation de chasse que nos pilotes ont pour donc une école binationale, école française installée à Cazaux. Et
voilà, on les distingue beaucoup plus nettement à présent, ces Alpha Jets qui ouvrent véritablement le bal du défilé et qui vont donc lâcher les couleurs nationales juste au moment de passer ici au-dessus de la place des Palais pour que vraiment l'image soit somptueuse comme à chaque fois et que les téléspectateurs et les spectateurs puissent bien sûr en profiter. Et ces appareils volent à 330 mètres environ et 540 km/h, très rapidement. Et voilà, c'est parti pour les couleurs nationales qui colorent le ciel de Bruxelles sous le regard de la famille royale. En vol serré, en flèche. Voilà, et on voit effectivement l'officier d'ordonnance du roi qui est juste derrière les petits princes et princesses et qui leur donne les explications. Et puis là, on les reconnaît, hein, nos fameux F-16. Les avions de chasse, la police de l'air. On voit les 4 premiers de Kleine Bruegel, de la TRI-49, qui fête donc ses 75 ans. D'ailleurs, les pilotes sont vraiment des génies. Leur dextérité vient même d'être saluée à l'international. Ce sont des pilotes vraiment hautement qualifiés. Nous sommes classés parmi les 10 premières chasse du monde. Alors ces F-16 sont utilisés pour des missions aussi à l'international justement. Ils sont actuellement déployés au-dessus du sol irakien et syrien pour la mission anti-Daesh. Et ici on en a un qui vole en solo à l'occasion justement du centenaire qu'on évoquait. C'est un avion qui vient de Florène à l'occasion du 100e anniversaire de la première escadrille de chasse. Avion F-16 redécoré également et prénommé Blackbird, l'avion noir. Voilà, on voit les spectateurs qui en profitent pour immortaliser la scène, ce F-16 en solo qui envoie aussi de la fumée pour marquer cet anniversaire, pas des fumées noires, jaunes, rouges cette fois. Et puis ici nous avons un avion français, on parlait de la collaboration. Le Xingu qui est l'avion pour lequel nos pilotes apprennent l'aviation au transport, futur pilote C-130. Et puis les Marchetti, les petits avions aussi pour notre patrouille acrobatique. La patrouille acrobatique Red Devils, quand on pense vitesse et performance, on pense sans doute également au sport moteur. Vanina X est en fait la marraine depuis cette année de la patrouille acrobatique. Voilà, puisqu'on parle des Red Devils, on rappelle aussi la victoire de nos Red Flames hier soir, hein, l'Euro féminin de football. Tant qu'on y est, petit clin d'œil, on les salue en ce jour de fête nationale alors que le public immortalise l'événement. On a déjà vu pas mal d'avions passer ici dans le ciel. Et puis maintenant, ce sont les hélicoptères. L'Agusta avec aussi un anniversaire pour cet hélicoptère. 25 ans pour le A109, qui est un hélicoptère multirôle qui sert au transport, mais également la protection de l'espace aérien, l'intervention rapide. 3 A109 qui volent à une vitesse de 110 km/h. Voilà, et ça fait du bruit sur cette place des Palais, alors que l'on voit un autre type d'appareil. Le Bon Samaritain, le Sea King, qui est en service depuis 1976 et qui sera successivement remplacé par le NH90 à l'image actuellement. Voilà le passé et l'avenir en matière d'hélicoptères aussi présentés sous vos yeux. Cela fait déjà 5 ans que le Caïman est en service à la Défense. Nous voyons 3 hélicoptères avec une version kaki et grise. La version kaki étant le transport de troupes et le gris pour le sauvetage en mer. Ces hélicoptères seront déployés dès l'an prochain au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies. Et puis, on les a découverts tout à l'heure, hein, dans notre reportage, les fameux C-130. Le transporteur à tout faire, capable de déplacer 20 tonnes, c'est l'équivalent de 15 voitures privées, et pour faire un aller-retour entre Bruxelles et Gibraltar, imaginez-vous. Ils sont en fin de vie, même s'ils rendent encore de précieux services, tout à l'heure on nous le disait. Précieux services jusqu'au moins 2019, ils seront successivement remplacés par l'avion européen, le A400M, qui permettra de voler plus loin et plus vite. Et puis c'est aussi une tradition dans ce défilé aérien, quelques avions de transport de personnes qui nous sont présentés. L'Embraer et le Falcon, qui sont des avions pour le transport de passagers, mais également de personnalités. Voilà ici un Embraer de plus près, qui sert au transport de personnes, personnel de la défense, notamment quand il faut envoyer des militaires. Ce sont des moyens qui peuvent également être utilisés pour l'évacuation de blessés lors d'opérations. Et un modèle ici un petit peu plus gros, celui dans lequel voyage notamment le couple royal quand ils vont en mission. L'Airbus A321 qui permet le déplacement du couple royal, mais également de nos militaires pour le déploiement vers des opérations.
À savoir que tous les avions de ce type de transport, ou les C-130, sont remis sous le commandement européen du transport de l'air, ce qui permet d'avoir une gestion plus efficiente et plus efficace de tous les moyens européens. C'était le clou de ce spectacle aérien. C'est toujours trop court, ce défilé aérien. On aime bien et on voit qu'aussi le public apprécie lever les yeux dans le ciel pour admirer le spectacle. Mais cela a permis de voir toutes les capacités, tous les moyens différents de la composante avec le transport, l'aviation de chasse et les hélicoptères. Voilà, dans un instant, nous aurons le défilé des troupes à pied. Et voici donc une musique, cette fois la musique de la force aérienne qui va donner le tempo pour ce défilé des troupes à pied. Ils sont 48 cette fois à jouer, la musique royale de la force aérienne, sous la direction du capitaine chef de musique Matti Silissen. Alors nous allons avoir 4 grandes parties, pour déjà donner le contexte de ce défilé, 4 grandes parties de troupes à pied. Après la musique, nous allons voir les écoles, ensuite un détachement de l'Eurocorps, les détachements des opérations. Nous allons pouvoir parcourir les différents théâtres opérationnels, rendre hommage et d'expliquer la fierté de nos militaires à servir et être engagés à la sécurité collective. Et puis nous terminerons ce défilé à pied par un détachement de réservistes. C'est vrai que là aussi, dans ce défilé des troupes à pied, on aura l'occasion d'insister sur la dimension internationale qui est la réalité de notre armée aujourd'hui. Nous aurons dans les différents détachements, nous pourrons voir des uniformes différents de l'Eurocorps, des Allemands, des Lituaniens, des Espagnols. Donc ça nous permettra de mettre en lumière cette coopération main dans la main avec les pays partenaires. La musique de la force aérienne qui est donc sur la place des Palais, qui va passer dans un instant devant la tribune officielle. Et puis on pourra dire que ce sera vraiment parti pour ce défilé des troupes à pied. Ça va se succéder de manière assez rapide. Il y a combien de militaires vont défiler aujourd'hui ? Ils sont environ 1400 militaires, dont 158 étrangers. Donc les militaires défilant à pied, mais également à bord de véhicules que nous verrons plus tard. Et la musique joue actuellement la marche de l'école militaire. C'est l'ERM qui, de tradition, ouvre ce défilé à pied. Exactement. Et juste avant de découvrir l'ERM, nous avons ici la Direction générale de la formation. Direction générale de la formation qui permet de coordonner l'ensemble des formations. La défense, ce sont 1500 métiers et spécialités différentes. Donc on comprend l'importance d'avoir un élément qui va diriger et contrôler l'entièreté de ces formations. Et voilà, vous nous avez parlé d'école royale militaire. C'est vrai qu'on les reconnaît de loin avec la coiffe munie de plumes, les élèves de l'ERM. Fondée en 1834, c'est la seule université bilingue de notre État. Nous voyons ici les uniformes avec le shako à la plume rouge qui permet d'identifier le cadre, la plume blanche étant réservée aux élèves. Et avoir 3 détachements différents, je pense. 3 détachements différents. À l'avant-plan, détachement d'officiers élèves avec le sabre. Et ici, avec l'arme, ce sont des élèves des 3 premières années. L'école militaire forme des officiers pour l'Interforce, pour l'entièreté de la défense. C'est une école de vie qui forme suivant 4 piliers. La formation académique, le caractériel, le physique et le militaire. Elle dispense des formations suivant 2 facultés, les sciences sociales et militaires, ainsi qu'une division polytechnique. C'est vrai qu'on l'avait déjà souligné tout à l'heure, mais le roi Philippe a fait ses études à cette école royale militaire. Il était membre de la 118e promotion toutes armes. Un détachement d'emblèmes qui reprend tous les emblèmes des unités qui défilent aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Damien, vous avez parlé du caractère international de cette école. Et c'est vrai que, Vincent, il y a beaucoup d'élèves étrangers qui y passent et qui y sont formés. Oui, c'est important de relever ce caractère international. Les échanges Erasmus existent aussi au niveau de l'école royale militaire, si je puis dire. Avec une formation au-delà de l'Europe, au niveau de l'Afrique est importante. C'est important de le souligner parce que c'est quand même, je dirais, une de nos niches diplomatiques. On reste fort écouté ou en tout cas consulté en matière de politique centrafricaine, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale. Et donc avoir une formation ici à l'école royale militaire, ouverte également à ces pays-là, c'est important. Occasion de relever, comme on parle des Erasmus, que cette année-ci, on a commémoré les 30 ans de ces programmes d'Erasmus, que désormais 1 million d'Européens ont pris part à ces programmes d'échange et ça peut participer au maillage d'une identité, d'une conscience européenne qui est importante parce que pour avoir une Europe de la défense, il faut que les Européens se sentent européens. Pour l'instant, on a surtout fait une Europe économique. L'Europe politique n'a pas encore suivi et ces échanges Erasmus, que ce soit au niveau de l'école royale militaire
faire les échanges internationaux, les échanges Erasmus dans les différentes universités européennes est une réalité importante. Donc, on commémore les 30 ans cette année. Donc voilà, on voit l'école royale militaire, les élèves de l'école royale militaire passer devant la tribune royale. Ça doit évoquer donc quelques souvenirs, pas mal de femmes aussi dans les rangs de l'école royale militaire, alors que nous voyons déjà ici la suite, l'école royale des sous-officiers, donc une autre école, une autre formation. L'école royale des sous-officiers qui forme en fait 2/3 des cadres à la défense. Les sous-officiers représentent vraiment l'armature de la défense, ce sont des chefs d'équipe. L'école de Safranberg forme des sous-officiers techniciens et non techniciens, mais également les officiers non issus de l'école royale militaire. 700 élèves en moyenne par an sont formés dans cette école. C'est vrai que ce soit pour l'école des sous-officiers ou l'école royale militaire qu'on a vu avant, il faut le rappeler, les femmes sont les bienvenues, on en a d'ailleurs aperçu pas mal. Il n'y a pas de quota à la défense, vraiment la place à la diversité, hommes et femmes ont la même place et la même priorité. Il y a même une résolution de l'ONU qui recommandait la présence plus importante de femmes dans l'armée, notamment dans certaines missions dans des pays plus lointains. La présence de femmes, notamment au niveau de culture locale, peut être d'autant plus aussi nécessaire et appréciée. Et toutes ces écoles sont pas mal applaudies à leur passage ici sur la place des Palais. On doit le souligner au cas où vous ne l'entendez pas. Nous avons coutume de dire que l'armée, c'est une école de vie, une école pour la vie. Et ce contact débute dès le début, dès le premier jour, d'où l'importance vraiment de la formation, mais également l'évolution dans la carrière, avoir l'opportunité d'évoluer, de passer de promotion sociale, de volontaire vers sous-officier ou sous-officier vers officier. C'est vrai qu'au niveau de la dimension, le côté force de caractère que permet de développer l'armée, tout à l'heure, le lieutenant de vaisseau Marie-France Godot a beaucoup insisté là-dessus. C'est vrai que c'est aussi ce genre de formation qu'on propose à l'armée. Nous formons des leaders, des chefs. Il est donc important d'avoir une formation qui permet d'éduquer au sens des responsabilités, du respect, de la disponibilité. Voilà, on va souligner aussi que les militaires qui défilent aujourd'hui, ils sont armés, Damien, mais leurs armes ne sont pas chargées. Non, il est de tradition que le militaire porte l'arme. La sécurité de la parade en tant que telle, du défilé, appartient à la police. Voilà, la police qui, elle, est armée. Les pistolets ont les munitions, mais ils ne sont pas chargés. On voit le dernier détachement ici de l'école des sous-officiers. Puis nous passerons au centre d'instruction de base et décollage. Décidément, il y en a bien des formations différentes proposées à la défense. Tout le monde est formé. Toute personne qui rentre à la défense, qu'il soit, nous parlerons plus tard de la réserve, des sous-officiers, officiers ou des soldats, tout le monde a suivi une formation à la défense. Voilà, et toujours la musique qui va rythmer la totalité du défilé. Ça ne va jamais s'arrêter, c'est important pour donner le pas. Et puis ici, un anniversaire que l'on va fêter. Ça faisait quelques années qu'on n'avait plus vu de détachement de l'Eurocorps défiler. Ce sont les 25 ans. Les 25 ans du traité de Strasbourg, de ce quartier multinational. La Belgique est une des 5 nations cadres, ce qui veut dire que nous avons la responsabilité de décider de l'emploi opérationnel de ce corps déployable. Il est établi à Strasbourg. À côté de la Belgique, il y a également la France, le Grand-Duché du Luxembourg, l'Espagne et l'Allemagne comme pays cadre. C'est vrai que Strasbourg, c'est tout un symbole comme ville de réconciliation franco-allemande. Et c'est une initiative d'ailleurs franco-allemande à la base, auquel très vite la Belgique s'est ralliée. Occasion de dire que finalement, depuis l'avènement du président Macron, il y a aussi cette idée de vouloir relancer l'Europe par la voie de la défense notamment, d'avoir un fonds européen d'investissement en matière de recherche, d'avoir peut-être davantage de coopération au niveau des achats. Et donc voilà, on verra ce que ça donnera, mais il y a en tout cas des pistes qui sont envisagées avec l'Allemagne pour relancer un peu, après le Brexit aussi, la dynamique européenne par la voie de la défense, par des petits pas. Ce ne sera pas pour faire une armée européenne, mais avoir quelques progrès. Voilà, effectivement, ce n'est pas une armée européenne. On insiste bien là-dessus. L'Eurocorps ne dépend pas de l'Union européenne d'ailleurs, mais peut assurer des missions demandées par l'Union européenne, exactement, comme par exemple au Mali. Voilà, alors que l'on voit ici justement l'emblème de l'Eurocorps sur ce drapeau. Et cela est peu connu, mais l'Eurocorps participe, exécute des missions pour l'Union européenne et l'OTAN. Et combien de Belges? Nous avons 120 Belges, ce qui représente la plus grande contribution en organisation internationale pour la Belgique. Alors on a dit qu'on allait beaucoup insister justement sur le caractère international, sur les missions de nos soldats à l'étranger. On commence ici avec un détachement qui est parti en Lituanie. Le détachement qui participait à la présence renforcée au profit de l'OTAN, un détachement basé sur des soldats de Bourliopol, logisticiens, mais également avec des soldats lituaniens et allemands.
Mission d'appui au profit du Battle Group multinational déployé suite à l'assertivité accrue de la Russie sur le flanc est de l'Alliance. Tout à l'heure, nous aurons justement un ancien responsable de détachement de Lituanie qui viendra sur ce plateau. Autre détachement, on a déjà beaucoup parlé de la présence belge en Afrique. Ici, nous avons un détachement Mali. Détachement basé sur des chasseurs de nez. Les UTM, la mission des nations de l'Union européenne au profit de la formation de l'armée malienne. Également un autre volet qui est l'encadrement de ces soldats, mais également d'assurer la force protection des instructeurs qui se déploient, qui donnent formation partout dans le pays. Nous avons eu l'occasion de voir des soldats espagnols. C'est un détachement binational, en fait une coopération main dans la main avec les Espagnols. C'est vrai que cette coopération, elle se ressent à bien des niveaux aujourd'hui dans ce défilé. C'est l'un des messages qui est passé, alors que nous en venons ici à un autre détachement, des opérations de la marine. On leur a déjà rendu hommage tout à l'heure quand nous étions à bord du Lobelia. Détachement de la marine commandé par le capitaine de frégate Peter Rambourg. La marine, c'est la sécurité sur la mer et à partir de la mer. Il faut imaginer que les lignes de communication maritime, un blocage d'une heure représente une perte financière de 1 million d'euros à l'État belge. Nous avons donc tout l'intérêt à avoir une marine performante. La marine, ce sont environ 2000 hommes et femmes, basés sur la capacité principale, la frégate, pour la guerre contre les sous-marins. C'est vrai qu'il y a eu aussi de nombreuses missions à l'étranger de nos marins. Entre autres, la mission Sophia en Méditerranée. À l'image, les opérations de la composante air, avec un détachement composé de soldats issus de différentes unités de notre pays. La composante air, on pense souvent aux avions, mais c'est également l'appui au sol qui est indispensable pour permettre le vol des avions, avec les techniciens, la météo et également le service de protection au sol. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure aussi dans le reportage sur le C-130, tous les militaires qui s'activent à côté des pilotes pour que les missions se déroulent dans les meilleures conditions. Tout le travail au sol qui est important d'être souligné. Et nous avons l'habitude de dire qu'une base représente 70 métiers différents, une base de la composante air. Ici encore une autre composante, on la reconnaît facilement avec la Croix-Rouge sur fond blanc. C'est la composante médicale, travail essentiel aussi. Travail essentiel pour tout détachement déployé. En opération, il y aura une équipe pour appuyer le détachement sur place. Une capacité donc horizontale qui appuie toutes les autres composantes et qui assure une qualité des soins dans des délais qui sont impartis. Mais la composante médicale, elle a aussi des missions plus larges, notamment d'accompagner nos militaires en mission à l'étranger. Et concrètement, actuellement, à bord de la Louise Marie, la frégate en Méditerranée, il y a une équipe médicale dont le médecin a permis de sauver des vies en sauvant 118 migrants à la fin juin. Oui, la composante médicale qui a aussi du travail en Irak. En Irak, nous avons une équipe chirurgicale qui est intervenue au profit de 440 soldats irakiens, également civils irakiens blessés dans les combats autour de Mossoul. Et puis il y a aussi l'hôpital militaire des Grands Brûlés à Neder-Overbeek. Le détachement Homeland, l'appui à la police fédérale, sont des soldats issus de différentes unités de notre défense. Nous pouvons le voir au panachage des bérets. Cela fait 2 ans et demi que la défense est en appui de la police fédérale. Et on les voit ici vraiment en tenue opérationnelle. En tenue avec le gilet pare-balles et l'arme. On va également voir que l'arme dépendra d'une unité à l'autre en fonction de l'origine. Sous les yeux du prince Laurent, de la princesse Claire, le détachement Homeland, les militaires qui assurent notre sécurité dans les rues. Tout à l'heure, nous avions un sergent qui est venu nous parler de cette mission. Ça permet de rappeler qu'ils sont encore 1250 dans la rue et fiers de servir et fiers de remplir leur travail. Exactement, dans des conditions pas toujours simples. Justement, le sergent nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Des missions avec beaucoup de contraintes sur le plan social. Ils ne savent pas rentrer souvent près de leurs proches. Mais voilà, c'est la sécurité du citoyen avant tout. C'est leur mission qui les occupe depuis plusieurs mois maintenant. Et le détachement de réserve, la réserve évolue grandement de nos jours car il ne s'agit plus uniquement d'un héritage du service militaire. La défense recrute chaque année 100 réservistes qui viennent avec un diplôme particulier, une expertise particulière qui manque à la défense. Ce sont des médecins, des avocats, ingénieurs, architectes, plein de fonctions différentes, diplômes qui ont vraiment une valeur ajoutée, effet multiplicateur au sein de la défense. Voilà, alors que on retrouve justement un instant
Les militaires du détachement Homeland qui passent devant la tribune royale et qui sont applaudis. Et ces réservistes dont vous venez de nous parler, ça c'est une grande première dans ce défilé. On ne les avait pas encore vus. Cela fait en tout cas de nombreuses années qu'ils n'ont plus défilé. Ce sont vraiment des gens, des civils, des citoyens qui font montre énormément de disponibilité parce qu'ils se construisent une deuxième carrière parallèlement à leur vie civile. Ce sont des chefs d'entreprise, des indépendants, donc des gens qui sont fort occupés, y compris au profit, fiers de servir au profit de la nation. Voilà, vous entendez très certainement les applaudissements pour les derniers militaires qui franchissent ici la place des palais. Dans un instant, nous aurons le défilé motorisé. L'occasion de parler un instant encore avec vous, Vincent, sur les enjeux des investissements en termes de matériel aussi, ce sera important. C'est vrai qu'on va voir dans un instant le défilé motorisé. On a beaucoup évoqué l'enjeu des investissements matériels qui va être opéré, les fameux 9,2 milliards, l'important d'être considéré comme un partenaire fiable par les alliés. Mais je dirais qu'au-delà des chiffres, l'engagement de ces femmes et de ces hommes à l'étranger dans des missions parfois dangereuses, parfois au risque de leur vie, permet aussi de gagner en crédibilité. Il n'y a pas que les aspects financiers. La Belgique a répondu présente au Mali, en Jordanie, en Syrie. Et donc l'enjeu est important pour notre sécurité, pour la sécurité des populations locales, mais aussi pour porter la sécurité au-delà de nos frontières. Il y a aussi des retombées, je dirais, sur le plan diplomatique. Il n'y a pas de politique étrangère si on n'a pas de politique de défense. Il n'y a pas de poids pour la Belgique à l'Union européenne ou à l'OTAN, modeste même pour un petit pays, mais il n'y a pas ce petit poids sans partager aussi les risques en opération. Et ces risques, bien sûr, doivent aussi être opérés, pris avec une nécessaire sécurité, une nécessaire flexibilité, d'où l'importance de ce matériel et du renouvellement du matériel que l'on va voir dans un instant. Voilà, c'est vrai que la tribune officielle, les personnalités politiques profitent de cette petite transition pour consulter sans doute les dernières informations sur leur smartphone, on l'a vu, mais le spectacle il continue. Regardez maintenant les troupes motorisées qui vont s'approcher de la place des Palais, 43 véhicules. Le but, Damien, c'est de vraiment mettre en avant tous les moyens dont dispose la défense. Oui, la composante inter, ce sont 10 600 soldats, hommes et femmes, qui sont répartis sur 35 unités différentes à travers le pays. Nous voyons à l'avant-plan le groupe de commandement avec le commandant de la brigade médiane de Bourg-le-Paul, le colonel Arvan. À côté de ce groupe de commandement, nous allons voir le côté multinational à nouveau des opérations et également de l'entraînement, avec un détachement composé à l'image ici de véhicules français et néerlandais. Voilà, effectivement, coopération internationale qui est le fil conducteur de ce défilé à tous les niveaux. Toujours à l'image le véhicule de commandement, le véhicule Lynx belge. Cela permet de souligner cette coopération. La brigade a en fait signé un accord de coopération bilatérale avec la 7e division blindée française, dont nous voyons ici des véhicules de combat d'infanterie. Voilà, on est passé dans une autre dimension, j'ai envie de dire, avec les véhicules de combat, mais on n'est plus chez nous à l'heure des chars à chenilles. Non, ce sont des véhicules à roues de façon à pouvoir travailler dans l'environnement complexe de nos jours. Et ils sont présentés dans plusieurs configurations. Et ceci toujours détachement multinational, des véhicules des Pays-Bas, des véhicules boxeurs, transporteurs de troupes. 10 personnes prennent place à l'intérieur. Voilà, toujours extrêmement impressionnant quand ces véhicules de combat pénètrent ici sur la place des Palais. Véhicules aussi étrangers qui sont là, on l'a souligné. Véhicules hollandais ici? Oui, véhicules hollandais issus de la 13e brigade mécanisée néerlandaise. Voilà, ici on voit de plus près le véhicule français. Avec la queue de cheval, héritage de la cavalerie, de ce véhicule de reconnaissance, le VBL. Alors, pour aller en zone de conflit, il faut aussi pouvoir transporter les troupes. À l'image des véhicules belges, le Piranha, qui est le fleuron, la composante terre. Véhicule Piranha en différentes versions. Version canon 90 mm et 30 mm. Ça représente quoi alors, ça, au niveau du tir, ces canons? Ça peut tirer jusqu'à une distance de 2000 mètres. Ce sont des véhicules qui sont truffés de technologie, qui offrent énormément de protection et un bon compromis également de mobilité. À l'image, un véhicule permettant le transport d'une section d'infanterie, 10 personnes. Et ça, ce sont des véhicules qui sont pour l'instant déployés sur le théâtre de mission par nos troupes. Les véhicules Piranha ont été déployés en opération dans l'opération Baltic Piranha en 2015 et 2016. Voilà, on voit ici un peu de plus près toute la technologie
dont on parle. C'est vrai que les véhicules sont de mieux en mieux équipés, haute technologie, c'est nécessaire. Ici, on voit des véhicules pour assurer aussi tout le côté logistique, le génie, comme on l'appelle dans votre jargon. Le génie qui va permettre la mobilité des unités de manœuvre. Ce sont des bricoleurs, des soldats ingénieux qui vont permettre de créer des obstacles, mais également de déblayer des mines ou encore de travailler le sol, de permettre le passage des unités de manœuvre. Voilà, toute une panoplie de véhicules qui sont présentés aux spectateurs sur la place des Palais, chez vous aussi à la maison. Des véhicules qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres. C'est vrai, tout particulièrement ceux-ci, les véhicules du génie, comme Damien vient de nous l'expliquer. Ils sont vraiment en train de passer derrière notre plateau ici devant la tribune royale. À l'image maintenant, le module de reconnaissance et de renseignement avec le véhicule Pandour, véhicule 6 roues, équipé d'une caméra qui permet l'observation entre, imaginez-vous, ici et au-delà du Heysel, 8 km. Voilà, effectivement, on voit de plus près les caméras, les radars, les scanners, la haute technologie. C'est l'armée demain, c'est l'armée moderne. Ce sont les yeux et les oreilles de nos militaires. Alors qu'ici, on observe un drone qui vient des Pays-Bas. Un drone des Pays-Bas, le Scan Eagle, qui permet l'observation jusqu'à 100 km par rapport au point de station. C'est comme décoller d'ici et atteindre Saint-Hubert. Voilà. Unités de reconnaissance qui sont importantes pour avoir l'information en temps réel sur les opérations, sur les parties en présence. Nous avons également une coopération prépondérante avec à l'avant-plan les radars qui permettent d'avoir les oreilles. Le radar qui permet par exemple la détection de véhicules à roues entre ici et Leuven. Donc plus de 25 km identifier le type de véhicule. C'est vraiment de l'extrême précision. Extrême précision. Toujours une image sur le Scan Eagle. Et on approche à l'arrière, toujours impressionnante, les forces spéciales pour des missions pointues, délicates. Avec le véhicule Fox à l'avant-plan armé d'un lance-grenade 40 mm et d'une mitrailleuse, et également le JACAM, véhicule de transport des forces spéciales qui sont l'unité d'élite par excellence de la défense. Ils sont ultra entraînés. Très entraînés à pouvoir travailler dans la discrétion, souplesse d'emploi, flexibilité, précision sont toutes des caractéristiques de cette arme de prestige. Discrétion, on le disait, ces militaires ne doivent pas être reconnus alors que l'on voit ici d'autres véhicules du génie pour, par exemple, construire des ponts, des routes. Il va permettre de construire des routes, mais également de détruire éventuellement des obstacles, d'offrir de la protection pour les unités. Ce sont des engins qui ont été déployés en Afrique, en Asie, mais également au Sri Lanka suite au tsunami en 2004-2005. Le génie, c'est également le service de déminage, de service d'enlèvement et destruction d'engins explosifs, qui intervient énormément dans nos temps. Rien que cette année-ci, ils sont déjà intervenus à plus de 70 fois face à des colis suspects, mais également plus de 1600 fois pour détruire des engins explosés de Première Guerre. Donc ils interviennent en Belgique, mais parfois aussi à l'étranger, il faut souligner, alors que l'on voit encore ici les véhicules du service de déminage. Ils seront suivis par l'artillerie qui fournit le tir à des portées de 10 à 12 km qui représentent en fait des tirs de précision entre ici la place des Palais et au-delà des pistes de Zaventem. Des pièces d'artillerie, des obusiers de 105 et mortiers de 120. À l'image également ici un mortier de 120 mm néerlandais. En fait, on présente une configuration telle que déployée sur le théâtre des opérations pour vraiment nous rendre compte de la manière dont ça se passe. Et à nouveau de souligner l'importance de la coopération. Exactement. Avec ici à l'avant-plan un lynx, nous voyons un lynx avec des haut-parleurs qui permet de communiquer avec la partie en présence. C'est vraiment intéressant de voir tout ce panel de véhicules présentés tels que déployés lors de l'opération. Cela nous permet vraiment de nous mesurer, de nous rendre compte de comment ça se passe. Donc ici on voit aussi d'autres engins de logistique. La logistique est essentielle pour les troupes, d'apporter au plus près le ravitaillement, la maintenance. À l'image, un transporteur belge avec un char Léopard 2 allemand. Cela illustre exactement la coopération qui se passe au jour d'aujourd'hui en Lituanie. Les Belges transportent les véhicules d'autres nationalités. Nous travaillons en commun avec les Allemands, les Néerlandais, Luxembourgeois, Norvégiens et Lituaniens là-bas sur place. Cette coopération, bien sûr, c'est vraiment dans l'unique but d'être le plus performant possible. Notre contribution est vraiment applaudie par les partenaires, alors que nous voyons ici des véhicules lynx transportés sur une remorque allemande, tirée par un camion, le Mammut, camion allemand.
La logistique va apporter également de la nourriture, des pièces détachées, de la maintenance, de la réparation. Et le détachement qui défile ici est vraiment exactement la composition du détachement en Lituanie, avec des transports containers. Ici, un frigo qui tire une remorque cuisine qui permet de préparer des repas pour 150 personnes. Voilà, des engins très lourds qui font vibrer. Je peux vous parler de vécu cette place des Palais alors que l'on termine avec le service médical. Service médical, l'appui horizontal, les ambulances nécessaires pour l'évacuation des blessés et apporter les soins au plus près des unités. Ça permet également de ressouligner que la composante médicale, c'est une très petite composante, mais qui fournit à tous les détachements un appui indispensable, entre autres pour la Louise-Marie en Méditerranée actuellement, en Irak ou encore au Mali, en Afghanistan ou encore en Lituanie de nos jours. Voilà la composante médicale qui met un terme à ce défilé militaire. Vraiment, ce qu'on ressent très très fort, c'est donc cette dimension internationale, c'est ce qu'on retient, c'est ce qui a été mis en avant. C'est ce qui permet vraiment de pouvoir retenir ici, c'est le travail main dans la main avec les nations partenaires. C'est également de voir la coopération qui existe entre les différentes armes, les différentes unités composant cette composante terre, mais également l'appui médical qui est prépondérant, qui est essentiel pour les opérations. Voilà, une idée aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Vincent Dujardin, de l'armée de demain, de tout l'investissement dans le matériel qui sera nécessaire. Alors que dans un instant, Vincent et Damien vont nous quitter quelques minutes pour faire place à deux autres invités pour commenter cette fois le défilé civil, qui est un moment aussi très important pour rendre hommage aux forces civiles. Elles sont mises à l'honneur chaque année pour le défilé du 21 juillet, alors que on est de retour dans la tribune royale et princière avec toujours ce beau ciel bleu au-dessus de la place des Palais. Dans un instant donc le défilé civil avec les pompiers, les policiers, les douaniers, les travailleurs de la protection civile, le détachement de Bifast aussi. Beaucoup d'enfants toujours qui prennent beaucoup de plaisir à venir assister à ce défilé civil. C'est parti, nos invités, le commissaire Cuisquater est en train de nous rejoindre pour la police et nous aurons aussi le colonel Nicolas Toutz pour parler de la protection civile et des pompiers. Messieurs, merci d'être avec nous pour ce défilé civil. Olivier Cuisquater, on va donc commencer avec vous puisque nous voyons pour commencer la police. Ça fait déjà la 7e fois que police locale et fédérale défilent côte à côte. Oui, je crois que ça fait partie des habitudes qui sont prises depuis quelques années. À mon avis, on ne reviendra pas dessus puisque effectivement, police locale et fédérale travaillent ensemble, main dans la main, collaborent beaucoup et donc il n'y avait pas de raison effectivement de les séparer dans un même défilé. Alors le thème, il est le même que pour celui du défilé militaire, c'est fier de servir. Tout à fait, et particulièrement dans des périodes difficiles qu'on a vécues ces derniers temps. Je pense que le personnel, qui soit de l'armée, de la police ou d'autres services de sécurité, est vraiment très fier d'apporter sa contribution à la sécurité publique en Belgique. Et c'est ça le message du défilé cette année. Effectivement, et comme on l'a vu au niveau des militaires, à votre niveau aussi, au niveau de la police, avec ce contexte, le travail est en pleine mutation, les outils aussi sont en pleine adaptation. Oui, on doit chaque fois évoluer, il faut s'adapter aux menaces. En ce qui concerne les services de police, c'est toujours ça qui nous pousse à nous perfectionner. Et donc effectivement, et on le verra dans le défilé, il y a effectivement des points de ce défilé qui mettent en avant d'autres formes de collaboration et d'autres outils. C'est vrai qu'aussi à votre niveau, tout à l'heure avec vous, colonel Toutz, on pourra parler de cette collaboration à tout niveau entre tous les services, qu'ils soient militaires ou civils. Ah, tout à fait, la protection civile collabore avec énormément de services, la police, les services d'incendie, les services médicaux. Et donc c'est une très belle complémentarité entre les services. C'est vrai qu'on a envie de dire qu'aujourd'hui tout est lié, avec ce thème fier de servir qu'il représente bien, alors qu'Olivier Cuisquater, ici nous voyons les policiers qui vont faire leur entrée, un premier détachement à pied sur la place des Palais. Oui, toujours précédé par le commissaire Tarara, qui est aussi un habitué du défilé. C'est un moment qu'il adore. Je pense qu'il est passé dans votre JT également, je pense, pour expliquer un petit peu la manière dont il travaille. Il y a, comme d'habitude, un détachement francophone, un détachement néerlandophone. Les francophones viennent de l'Académie de Jurbis, donc qui couvre le Hainaut. Les néerlandophones viennent du Brabant flamand et de Bruxelles, Bruxelles néerlandophone. Cette année, on a les premières promotions qui sortent avec la réforme de l'enseignement dans les écoles de police. Donc on a
à l'instar de l'enseignement supérieur en Belgique, l'école de police cherche également à améliorer sa formation. Donc on a une formation qui se fait en 3 parties. Un premier module de purement théorique, on va dire, que les élèves doivent réussir. Un deuxième module qui mélange théorie et pratique. Et puis ces 2 modules-là durent 12 mois. Et ensuite, ils ont un stage probatoire de 6 mois dans une unité. Un stage important parce qu'il faut également le réussir. Ils peuvent très bien avoir réussi leurs 12 premiers mois. Et si sur le terrain, ils ne font pas leurs preuves, ils pourraient encore éventuellement ne pas être admis comme policiers. Mais bon, on peut aussi prolonger le stage, faire en sorte qu'ils aient une chance de rattrapage. Donc voilà, la formation qui est encore approfondie pour les policiers, comme Olivier Cuisquater vient de nous l'appeler. Et donc, on le voit, les écoles de police arrivent ici sur la place des Palais devant la tribune royale, en l'occurrence. Dans un instant, nous aurons aussi les pompiers, les jeunes pompiers qui vont défiler. Que l'on voit les policiers des académies, on peut peut-être rappeler que la police est un des gros employeurs du royaume, on le dit tous les ans. Hein. Et on recrute aussi. Voilà, c'est ça, on recrute aussi. Il y a 1400 policiers qui vont sortir des académies cette année et on peut penser qu'il y aura le même nombre l'an prochain. Donc voilà, ça vaut toujours la peine si vous êtes un jeune motivé, en bonne santé, mens sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain et que le métier de policier vous intéresse, n'hésitez pas. Et comme dans l'armée, on le voit aussi, les femmes sont les bienvenues. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans ce détachement. Les femmes sont les bienvenues. En fait, le thème du défilé précédent, c'était la multidiversité, hein, la diversité. Donc, mais ça reste évidemment un thème qui est cher aussi chez nous à la police. Voilà, la tribune royale se lève pour saluer l'arrivée des écoles de police sur la place des Palais. Et donc ici, c'est le ministre de l'Intérieur qui va prendre le relais et qui va commenter ce défilé pour le roi, lui donner les explications nécessaires. À noter, si vous voulez faire la différence entre les élèves et les formateurs, c'est qu'en principe, les élèves sont en blouson et en principe, les formateurs sont en vareuse comme moi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui permet de voir dans le groupe quels sont les formateurs et les élèves. La minute mode du défilé civil avec le commissaire Cuisquater. Mais c'est important pour expliquer effectivement la différence. Alors que, colonel Tutz, ici maintenant, nous avons de jeunes pompiers qui vont se présenter sur la place des Palais. Ah, tout à fait, ici on a 100 cadets venus des 3 régions, région wallonne, bruxelloise et néerlandophone. Les étendards, si on le voit, ils sont portés par 3 jeunes filles issues des écoles des cadets. Et les 3 étendards représentent les 3 casernes qui forment les cadets, la caserne du Limbourg, de la Calamine et de Bruxelles. Et là aussi, on le voit, ces jeunes pompiers sont en tenue de travail. Ah, tout à fait. Ils s'entraînent tous les samedis. Ils ont des cours réguliers. Et ils sont encadrés par des instructeurs qui ont une formation et qui les suivent tout au long de leur formation. On reconnaît les instructeurs par leur aiguillette blanche. Aiguillette blanche qui signifie que, et pour fêter les 10 ans de l'école des cadets. Et donc cette école prend de plus en plus d'ampleur et si vous voyez dans le défilé, il y a presque autant de filles que de garçons. Donc le métier se féminise tout doucement et donc c'est pas plus mal pour les pompiers. Et on recrute toujours aussi sur les pompiers, chez les pompiers, j'imagine. Oui, tout à fait. La réforme des pompiers, on recherche activement des pompiers dans plusieurs zones du pays. C'est un métier passionnant, varié, qui demande une bonne condition physique. Et donc aux amateurs sportifs qui aiment un métier varié et passionnant. Alors qu'on devine un peu mieux ici effectivement les femmes qui portent les étendards comme vous le signalez tout à l'heure. C'est un beau détachement puisque les écoles s'investissent énormément dans la formation de ces jeunes qui sont très motivés et qui, on l'espère, vont continuer une carrière dans les différentes zones de secours en Belgique. C'est le but de les attirer vers cette carrière comme tout à l'heure. On a vu les jeunes militaires issus des différentes écoles. J'espère que ce seront les pompiers de demain. Tout à fait. Et on a vu aussi plusieurs jeunes cadets porter la hache qui est vraiment l'emblème des pompiers et ces porteurs de hache encadrent les 3 étendards qui défilent pour le moment. En tout cas, les faire défiler ainsi lors du défilé,
le jour de fête nationale, on imagine la fierté pour ces jeunes. C'est une belle reconnaissance pour leur engagement. Ah, tout à fait. Je pense que des jeunes qui consacrent leur temps le week-end à se former dans le but de pouvoir servir dans le futur, je pense que c'est une belle preuve et une belle fierté pour eux de défiler aujourd'hui devant le roi dans le cadre du 21 juillet. Et aussi de défiler devant les spectateurs qui les saluent en les applaudissant. C'est aussi une belle reconnaissance pour ces jeunes pompiers. C'est une belle reconnaissance d'ailleurs pour toutes les personnes qui défilent aujourd'hui. Leur travail est salué. Ils nous disent qu'ils sont fiers de nous servir et la population leur rend hommage de cette manière-là. Dans un instant, commissaire Cuisquater, on va pouvoir découvrir les véhicules qui sont à disposition de la police. On va avoir un large éventail, on ne pourra pas tout détailler. Hein. Non, c'est difficile de tout détailler. Beaucoup de ces véhicules aurait besoin d'une longue explication, effectivement. Comme d'habitude, il y aura évidemment la flèche de la police de Bruxelles-Capitale qui va ouvrir le défilé avec un mélange de Harley et de BMW. Donc l'an passé, ils avaient des Yamaha et voilà, pour les amateurs, ce sont des BMW qui sont mélangés au Harley cette fois-ci, des toutes nouvelles motos. Ouais, des véhicules où de manière générale, comme c'est le cas pour la défense, la technologie est de plus en plus évoluée. Oui, enfin, elle évolue en fonction des missions. Il y aura par exemple dans le défilé le traditionnel véhicule des unités spéciales, le véhicule Ares. C'est son deuxième passage. Eh bien, c'est un véhicule qui a remplacé l'ancien et qui là aussi est un véhicule ingénieux, plein de choses qui peuvent aider les unités spéciales dans leurs interventions. Voilà, oui, c'est clairement la technologie et aussi l'inventivité qui doit être là pour que les véhicules soient adaptés à leur mission. Et les voilà les motos. Les fameuses motos avec les Harley à l'avant et les BMW en deuxième ligne. Voilà, en formation de flèche, le début du détachement motorisé de ce défilé civil. On commence à voir donc quelques-uns des véhicules qui vont vous être présentés dans un instant. Les Harley sont souvent utilisés pour des missions plus protocolaires. On les retrouve d'ailleurs volontiers au défilé, mais ce sont moins des motos pour des missions d'interception par exemple. Tandis que les autres motos évidemment peuvent servir pour des contrôles de police par exemple et aller rechercher des véhicules dans la circulation. Comme on les croise parfois sur la route lors des contrôles de police, effectivement, la flèche motorisée qui est en approche de la place des Palais. Alors les premiers véhicules qui suivent la flèche sont deux véhicules du DVI qui fête cette année ses 30 ans. Donc le DVI, c'est l'unité qui est chargée de la récupération et de l'identification de corps qui sont difficilement identifiables. Donc on pourra les observer, voilà, on pourra les observer de plus près dans un instant et détailler les missions de ce service d'identification des victimes qui célèbre un anniversaire. Donc c'est important de souligner les missions effectuées par ce service, comme par d'autres d'ailleurs. Voilà, forcément, les motos, tout le monde roule à faible allure aujourd'hui. C'est histoire de pouvoir profiter du spectacle. Pas besoin de rattraper, voilà, pas besoin de rattraper un automobiliste qui a le pied léger. Voilà, ça y est, hein. Ils sont bel et bien sur les pavés suédois de la place des Palais, puisqu'on a maintenant l'explication historique avec les BMW maintenant qui arrivent et ces fameux véhicules du DVI, de service d'identification victime, qui sont mis en avant. On les voit ici, le véhicule rouge notamment. C'est une manière donc de saluer tout le travail effectué à l'occasion du 30e anniversaire, Olivier. Et on parlait de collaboration, c'est l'exemple typique d'un service qui collabore beaucoup, tant en interne qu'en externe. Il y a 7 policiers de base dans ce service, donc qui travaillent en permanence, mais ça peut gonfler jusqu'à 120 policiers pour des cas exceptionnels. Leur dernière grosse intervention d'ailleurs, c'est sur les attentats de Bruxelles, où ils ont été chargés d'identifier les corps des victimes et aussi les corps des auteurs des attentats. Et quelle est l'histoire de ce service? Comment a-t-il été créé? Alors on a ressenti le besoin de créer cette unité lors du naufrage du Free Herald of Free Enterprise, dont on a fêté il n'y a pas longtemps évidemment le triste anniversaire, où là on s'est retrouvé malheureusement avec une quantité très importante, plus de 200 corps à identifier. La Belgique n'était pas équipée d'unités spécialement adaptées à ce genre de mission. Et donc il fallait lancer quelque chose de manière à pouvoir faire face à ce genre d'événements malheureux. Alors autre véhicule qui nous apparaît ici juste derrière les véhicules de police, ce sont les unités spéciales. Oui, avant ça il y avait les deux BMW 328i de la police de la route et puis le véhicule Ares dont on parlait tout à l'heure, donc qui en est ici à son deuxième défilé. C'est toujours quelque chose qui est bien pris en photo par les téléspectateurs. C'est vrai que c'est visuel, puis il y a le côté un petit peu mystérieux puisque les
Les agents sont masqués. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire à leur propos. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors? Qu'ils sont bien préparés. Et qu'ils sont vraiment déployés pour des missions extrêmement délicates. En interne, ce sont évidemment les policiers, on va dire les mieux formés en matière d'interception, de missions spéciales. Et là, on voit leurs chiens d'attaque. Des chiens d'attaque d'ailleurs qu'ils gèrent eux-mêmes. Ils ne font pas partie du centre d'appui canin, qui a aussi des véhicules qui défilent cette année. Et effectivement, c'est toujours très spectaculaire de les voir. C'est vrai qu'on les voit régulièrement aussi dans l'actualité pour différentes missions. Ah, le véhicule du service de recrutement, on parlait de recrutement tout à l'heure. Donc voilà, engagez-vous, qu'il disait. On l'a bien compris, tout le monde recrute. Voilà, alors il y a différents véhicules de la police locale. Au début du défilé, c'était des zones de police néerlandophones. En fin de défilé, c'est plutôt des zones de police francophones. Tout le monde est représenté de la sorte. Avec toutes sortes de véhicules, évidemment, pour différents types de missions. Des véhicules 4x4 pour les zones de police qui ont des zones rurales, des véhicules plus citadins pour d'autres, pour tout ce qui est agent de quartier. Alors là, vous avez des véhicules de la direction de la sécurité civile, qui sont des véhicules qui servent à transporter du personnel pour des grands événements de maintien de l'ordre, des matchs de football, des manifestations. Vous avez aussi des Zodiacs. Voilà, des Zodiacs. Donc, vous avez un de la police de la navigation et vous en avez un autre d'une nouvelle zone de police néerlandophone qui s'appelle la zone de police Karma. C'est une zone qui regroupe deux anciennes zones de police du Limbourg, donc pour faire une beaucoup plus grande zone. Ils ont beaucoup d'eau et de canaux et de rivières sur leur territoire et donc ils ont acquis un Zodiac qui est en plus agrémenté d'un petit sous-marin téléguidé. Je ne sais pas si on va le voir à l'image. Je ne sais pas si on le verra à l'image, oui, mais ça leur permet de faire des recherches de base, par exemple pour essayer de retrouver le corps d'une victime ou des objets qui auraient été jetés dans un étang, par exemple. Et s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent toujours faire appel, bien entendu, au matériel spécialisé ou de la protection civile ou bien de la police de la navigation. Voilà, on les voit bien ici. Je pense qu'on ne verra pas le petit sous-marin téléguidé. Non, mais alors on voit par contre la flèche de la police de la route et la police de la route du Brabant. Et ils défilent ici évidemment en Yamaha. Je n'étais pas sûr qu'ils seraient avec uniquement des Yamaha, mais je vois qu'il n'y a pas les nouvelles BMW. Ils ont aussi, comme à la police de Bruxelles, des BMW. On voyait le roi qui suivait ça attentivement et pour cause. Son papa, le roi Albert II, est un amateur de moto. Alors que l'on voit ici, les services douaniers, ils ont défilé pour la première fois l'année dernière. Oui. Ça va devenir récurrent. Tout à fait, oui, c'est normal. C'est un service aussi de protection qui s'occupe de la gestion des frontières. On peut remarquer cette année qu'ils ont un nouveau striping, un nouveau marquage qui leur permettra d'être plus facilement identifiés par les citoyens comme un service de sécurité parce que ils doivent pouvoir aussi faire des interceptions et que les gens s'arrêtent et ne se disent pas tiens, qu'est-ce que c'est que ce véhicule avec un feu bleu qui est derrière moi. Au moins ce marquage-ci évoquera directement un service de sécurité. Et c'est vrai que leur mission a aussi évolué, notamment avec le contrôle aux frontières, le grand banditisme. Ils sont certainement aussi sollicités effectivement dans le cadre du terrorisme pour la recherche d'éléments qui voudraient pénétrer dans nos frontières via les voies d'accès. Et si c'est un véhicule justement tout particulier, c'est un scanner mobile. Il y a 2 scanners de la douane dans le défilé, un plus grand et un plus petit. Bon, le plus grand est très spectaculaire. On peut carrément scanner un camion entier grâce à ce véhicule. Le camion passe dans le scanner et on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet de détecter évidemment des marchandises illicites et éventuellement des personnes qui seraient cachées dans le véhicule. Pour l'avoir déjà vu en fonctionnement, ça marche très très bien. Merci déjà pour ces explications, Olivier Cuissoiter. On va passer la parole à votre collègue, Monsieur Tutz, pour le défilé de la protection civile et des zones de secours qui vont défiler côte à côte. C'est normal, leurs services sont complémentaires. Tout à fait. Donc on a voulu un détachement mix, protection civile, service d'incendie, pour vraiment exprimer la complémentarité. Ici, nous voyons le véhicule des pompiers de Bruxelles, qui est un véhicule, le Causality Extraction Team, qui est une équipe qui a été formée, 14 pompiers actuellement de Bruxelles, pour extraire les victimes en cas d'attentat. Donc quand les lieux ne sont pas encore tout à fait sécurisés, ils peuvent prodiguer les premiers soins, donc faire des garrots, mettre des pansements de compression et extraire les victimes de la zone dangereuse. Donc voilà les missions qui ont vraiment aussi été adaptées à la réalité et au contexte. Tout à fait. Ici nous voyons des membres de la protection civile qui sont équipés pour la protection nucléaire, puisque c'est une des missions de la protection civile, de mesurer, de faire de la détection nucléaire dans tout le pays. On aura, c'est vrai, tout à l'heure encore l'occasion, après le défilé, de parler avec vous de la réforme de la protection civile. Tout à fait. Puisqu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger de ce côté-là. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis on a bien sûr les auto-échelles, les autopompes, qui sont les véhicules aussi les plus emblématiques de
des services civils. Oui, tout à fait. Donc on a ici pour les services d'incendie quelques véhicules de lutte contre les feux de forêt et les autopompes classiques d'intervention des services d'incendie. Vous allez voir aussi lors du défilé que la protection civile et les véhicules des services d'incendie vont aborder tout doucement un nouveau marquage, le marquage Battenburg qui est très présent dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Suède, au Danemark, en Australie. C'est un marquage donc en damier. C'est référence à un gâteau, hein, c'est ça, qui s'appelle le Battenburg. Exactement. Un gâteau allemand. Exactement. Et ce marquage permet d'être vraiment visible de très très loin, de jour comme de nuit. Des études ont été faites longuement par rapport à ça et donc ça permet de mieux visualiser les véhicules. Il y a aussi des zodiacs comme on l'a vu pour la police. Tout à fait. Donc la protection civile a formé cette année-ci 48 personnes pour le sauvetage de personnes coincées dans le cadre des inondations. Donc ce sont des gens vraiment qui sont aguerris à aller en eau vive, extraire les gens en difficulté lors d'inondations. Et ici nous voyons le fameux véhicule de la protection civile qui aborde le nouveau marquage Battenburg, qui est un véhicule, le Sigis, qui permet de mesurer la quantité et les types de produits chimiques qu'on pourrait avoir dans un nuage. Et donc il peut être déployé soit de manière préventive lors de grands événements, mais aussi lors d'accidents de la route. Voilà, donc protection civile et pompiers qui défilent côte à côte, complémentaires, mais avec malgré tout des missions vraiment très spécifiques, on s'en rend bien compte. Hein. Tout à fait, donc la protection civile va maintenant s'orienter vers des formations et des missions hyper spécialisées dans 3 grands domaines. Le domaine chimique, nucléaire et bactériologique, le domaine du sauvetage et de la recherche, avec ici bien sûr les Flood Rescue, et alors le 3e domaine, tout ce qui est gestion de crise et support lourd. Donc on va vraiment créer une complémentarité avec les zones de secours et les zones d'incendie sur le territoire belge. Et qui sera d'autant plus nécessaire avec la réforme de la protection civile dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure. Nous voyons aussi, on l'a vu, le poste de commandement multidisciplinaire qui est destiné à être sur le terrain et donner tous les moyens de télécommunication et de gestion aux différents services et acteurs de terrain, donc la police, la protection civile et le domaine médical. Donc en cas de crise, ça permet de tout centraliser d'une certaine manière, alors que l'on observe encore bien les imposants véhicules des pompiers. Donc tout ce personnel est formé et de plus en plus de matériel très sophistiqué, en tout cas dans la lutte des accidents chimiques, nucléaires et bactériologiques ont été acquis à la protection civile et elle est vraiment hyper spécialisée dans ces différents domaines. Voilà, alors BIFAST, en effet, qu'on connaît bien pour des missions aussi très spécifiques, mais ils ne sont pas intervenus depuis un petit temps. Hein. Non, la dernière intervention était au Népal, mais BIFAST, c'est un groupe interministériel. On retrouve des gens de la défense, des gens de la protection civile, des gens des pompiers, de la santé publique. C'est vraiment un groupe interministériel qui répond à une demande d'aide à l'étranger. Et dans le cadre de cette demande d'aide, on forme une équipe la plus complémentaire possible et elle est projetée à l'étranger pour offrir les premiers secours. Ils peuvent être déployés très rapidement. Hein. Tout à fait. Et ici, nous avons les véhicules de la santé publique qui abordent aussi un nouvel habillage. Tout le monde a fait un nouveau look pour ce 21 juillet, un look encore plus de visibilité. En tout cas, c'est ce qui frappe comme ça au premier regard. Oui, tout à fait. Le fameux look Battenburg, avec donc pour les services médicaux le jaune et le vert, pour les services de protection civile le bleu et l'orange, et pour les services d'incendie le rouge et le jaune fluorescent. Avec ce numéro 112, hein, que tout le monde doit avoir bien en mémoire. L'appel unique, hein, c'est le numéro d'appel d'urgence européen. Partout où vous êtes en Europe, si vous faites le 112, vous allez être dispatché vers les services de secours. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir un numéro unique européen pour l'ensemble des secours. Voilà donc les ambulances de l'aide médicale urgente et puis aussi la Croix-Rouge. Les équipes de la Croix-Rouge sont là. Tout à fait. Les équipes de la Croix-Rouge, aujourd'hui en tout cas sur la fête nationale, c'est 260 secouristes qui sont présents. Ici, ils défilent avec leurs véhicules de First Intervention Team. Ce sont des véhicules qui sont intervenus dans le cadre des attentats. Donc la Croix-Rouge était vraiment présente dans ce cadre-là. Elle a des moyens importants, elle peut déployer des postes médicaux avancés sur place. Elles ont des équipes très bien formées. C'est énormément de bénévoles au sein de la Belgique. C'est un groupement assez important et très actif
puisque, comme je vous ai dit, aujourd'hui, 260 secouristes sont présents dans le cadre de la fête du 21 juillet. C'est vrai que lors de tout événement de grande ampleur, on voit toujours des bénévoles de la Croix-Rouge. Et puis on a aussi ici, on le voit souvent dans les villes, le camion pour collecter du sang. Et en cette période estivale, il y a toujours pénurie. Tout à fait. Et donc c'était très important de pouvoir aller donner du sang. Et grâce à ce véhicule, il se déplace un peu partout sur le territoire. Ça évite aux personnes de faire des démarches et d'aller eux-mêmes vers les hôpitaux. Et donc je pense que c'est très important d'avoir ce type de moyens pour être beaucoup plus proche de la population et éviter tous ces déplacements. Voilà, pendant que la Croix-Rouge termine de passer ici sur la place des Palais, j'en profite pour remercier le commissaire Cuisquater qui nous a donné d'intéressantes explications sur le défilé de la police. Merci Olivier d'être venu comme chaque année. Et puis le colonel Tutz va encore rester quelques instants à nos côtés pour parler donc de cette fameuse réforme de la protection civile. On a vu donc quelques véhicules défiler tout à l'heure juste à côté des pompiers. Il y a donc une réforme, un grand changement qui est en cours à ce niveau-là, avec une nouvelle organisation. Ah, tout à fait, mais en fait, les services d'incendie ont une très grande réforme. Et donc, on a créé les zones de secours, c'est-à-dire que les services d'incendie ont mutualisé leurs moyens matériels et humains. Et donc le renfort de la protection civile se faisait moins sentir. Et donc l'idée est vraiment d'avoir une réforme profonde de la protection civile, de revoir ses missions, qu'elles soient beaucoup plus complémentaires aux services d'incendie et surtout beaucoup plus spécialisées. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la protection civile? Des moyens spécialisés et des moyens lourds qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui sont au service de l'ensemble des services d'incendie sur l'ensemble du territoire du Royaume. Alors en termes de chiffres, et pour donner une idée aux téléspectateurs, cette réforme, ça veut dire quoi? Eh bien pour l'instant, il y a 6 casernes de protection civile, il n'y en aura plus que 2. On peut malgré tout se demander, est-ce que la protection civile pourra être aussi efficace? La protection civile sera toujours aussi efficace puisqu'elle va aussi s'orienter vers d'autres missions. Et donc les premiers secours seront toujours bien assurés par les services d'incendie et par les zones. Et l'appui viendra par la suite avec des moyens beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus spécialisés ou lourds. Donc on ne peut pas dire qu'on déforce la sécurité civile sur le territoire belge puisqu'elle sera bien assurée par les zones de secours. Le renfort viendra avec des moyens plus lourds et plus spécialisés de la protection civile. Alors donc beaucoup plus complémentaires. Ouais, vous pensez que si le ministre de l'Intérieur a fait ce choix de cette réforme, donc de garder une caserne en Flandre, à Brascat, une autre en Wallonie, à Crisnay, c'est peut-être parce que la protection civile commençait parfois à faire des missions qui ne lui étaient pas premières, j'ai envie de dire? La barrière entre les missions de la protection civile et des services d'incendie était très difficile des fois à juger. Et certaines missions, on pouvait croire que certaines missions étaient doubles par rapport au service. Et donc l'idée vraiment du ministre de l'Intérieur, c'est de scinder les missions entre les services d'incendie et la protection civile. Les services d'incendie vont faire toutes les missions récurrentes, les missions de tous les jours. Et ils le font très très bien. Dans 99% des cas, ils ont les moyens nécessaires pour le faire. Et si maintenant il y a des moyens beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus spécialisés dans certains domaines, notamment dans le domaine chimique, bactériologique, nucléaire ou dans le domaine du sauvetage ou même des télécommunications et de transmission, alors ils peuvent faire appel aux moyens fédéraux plus spécialisés qui viendront renforcer les services d'incendie sur le terrain. Il y aura malgré tout aussi au niveau des effectifs 30% de personnel en moins. Oui, 30% de personnel en moins, du personnel mieux formé. On va réorienter leur formation. Le calcul dans le personnel a été fait en fonction des missions futures de la protection civile, mais le service sera toujours aussi bien rendu à la population par rapport aux effectifs. Donc pas d'inquiétude quant au délai d'intervention vu la distance entre les 2 seules casernes de protection civile. Le délai d'intervention sera sûrement un peu plus long, mais nous ne ferions plus les missions de première urgence qui seront assumées par les zones de secours. Donc je ne pense que ça n'aura pas un impact important sur... Donc la nouvelle organisation permettra d'être finalement aussi efficace. Si Tout à fait. Quand la protection civile est sur le terrain, et je prends encore le dernier accident qu'il y a eu dans la zone du Luxembourg à Rocogne avec le camion, mais c'est 4 jours d'intervention, 24 heures sur 24. Et donc la protection civile, une fois qu'elle est déployée sur place, les moyens lourds sont présents, les moyens matériels sont performants et là on est parti sur la durée. Donc la protection civile, la spécialisation, la durée et les moyens lourds. Merci pour toutes ces explications. Colonel Tutz, merci d'être venu sur ce plateau, sur la place des Palais pour nous commenter le défilé civil. Alors que nous sommes de retour avec les images en direct, la tradition en fin de défilé, ce sont les 3 musiques que nous avons entendues qui vont se mettre en place. Damien. Elles vont se mettre en place en face de la tribune royale afin d'interpréter l'hymne de l'Union européenne et la Brabançonne.
Voilà, et plusieurs morceaux seront joués dans un instant. Il y aura bien sûr une nouvelle fois la Brabançonne et puis également l'hymne à la joie avec une signification particulière, Vincent Dujardin. Composé en 1823 par Beethoven. Et comme le drapeau européen, ce fut d'abord l'hymne en fait, du Conseil de l'Europe, qui ne faut pas confondre avec le Conseil européen, mais c'était déjà l'hymne du Conseil de l'Europe depuis 1972. Et sont les chefs d'État et de gouvernement alors de l'Union européenne qui en ont fait aussi l'hymne officiel de l'Union il y a un peu plus de 30 ans. Et c'est bien de le rappeler alors qu'on est dans un contexte d'une année de 60 ans des traités de Rome. Voilà, ici la musique royale des guides à l'image. Et dans la foulée, on aura bien évidemment alors la Brabançonne. On avait déjà entendu tout à l'heure pour l'accueil du roi et on la réentend pour sa sortie entre guillemets de la place des Palais et le retour au Palais Royal. Brabançonne qui pourrait être chantée, tandis que l'hymne européen dans les cérémonies officielles normalement n'est pas chanté sous mon jour. Après, le programme continuera. L'occasion d'en parler, le programme royal n'est pas terminé, puisque le couple royal que nous voyons ici ira se détendre un petit peu au Palais Royal. Les enfants aussi rentreront au palais. Puis quelques minutes plus tard, le bain de foule, le traditionnel bain de foule dans le parc royal. Puis la soirée n'est pas finie, 23h le feu d'artifice en point d'orgue des festivités du 21 juillet. Feu d'artifice qui est tiré depuis le Palais des Académies, ici tout près de la place des Palais. Et puis... eh bien, le couple royal sera de sortie aujourd'hui pour la fête nationale. Ils vont aller se balader du côté du festival de musique électronique Tomorrowland. Autre ambiance, ils auront une journée bien festive et bien chargée pour cette fête nationale. On écoute l'hymne européen. Voilà, et pour suivre après l'hymne européen, la Brabançonne. Nous allons entendre donc pour la deuxième fois, nous allons l'entendre pour la deuxième fois ici